Tu veux jouer avec moi? Oh non, le je pense que je les ai lancés. Le je pense? Qu'est-ce que tu veux dire? Des ludes Des ludes et des plumes. et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans Des ludes et des plumes. On est ensemble en direct jusque 22h. Et ce soir, pour vous tenir compagnie, j'ai à mes côtés Yann. Ça va Yann? Ça va très bien. En forme? Bah en forme, écoute, je suis content. Ce soir, je vais pouvoir présenter mon jeu. Ouais, tu vas nous parler de quoi ce soir? Je vais vous parler de Samouraï, un jeu qui a déjà un peu de vécu. Parfait, j'ai hâte. À côté de toi, il y a Damien. Ça va Damien? Ça va très très bien dans ces nouveaux studios avec cette nouvelle console qui marche nickel. Oui, Faut juste que j'apprenne à lire le mode d'emploi. Effectivement, Damien, il a des nouveaux jouets et nous aussi on a des nouveaux jouets ce soir. Pour ceux qui avaient l'habitude de nous suivre en direct sur Facebook, malheureusement on n'a pas de direct parce qu'on a tout un tas de caméras qui nous filment pour un renouveau de l'émission. Mais on espère bientôt pouvoir faire les deux en même temps. C'est pour du mieux. C'est toujours pour du mieux de toute façon. Alors puisqu'on continue, on va aller vers le mieux justement puisque autour de la table il y a Talmo aussi. Ça va Talmo ? Ça va très bien Alex, bonsoir. Ce soir je vous parle de robots. Robots, oh, très bien, très bien. Et à tes côtés, notre invité du jour, c'est Phil Viscaro. Ça va Phil ? Salut, ça va, ouais, impeccable. Ouais, en forme ? En forme de quoi, je sais pas, mais ça va. Bon, en tout cas, c'est parfait. Alors, dans l'émission, tu le sais, on a la chance de commencer l'émission toujours par un jeu radiophonique. Et ce soir, tu nous as fait le plaisir de nous amener un jeu qui n'était pas encore sorti, mais qui va l'être bientôt, qui s'appelle Hashtag. Alors d'habitude, les jeux, on les a toujours par nos partenaires. Cette fois-ci, on l'a eu par notre invité, mais c'est pas pour autant qu'on va les oublier. Et donc, notre premier partenaire ce soir, c'est le Remue-Ménage à Quimper. Cette année dans Des Ludes, si on joue à l'antenne, c'est grâce à nos partenaires. Pour sa 7e saison, Des Ludes et des Plumes s'associent non pas à un, mais à 2 boutiques en Bretagne. Amis du Finistère, le Remue-Ménage vous attend à Quimper, 5 rue Toul à Laer, derrière la cathédrale. Et en 2018, le Remue-Ménage fête ses 10 ans. Non, attends, je vais la refaire là, elle est pas bonne. T'en penses quoi toi, Michel? Michel? Oh, Michel, tu m'écoutes? Oui, pardon, excusez-moi. Alors, 7 saisons, 2 boutiques, 5 rue Tralalaire, 10 ans, 2018. Non, ça c'est trop long, je vais dire juste, voilà, cocher le 18. Michel, enfin, arrête de faire ton tiercé et suis un peu la promo quand même. Oui, arrête de faire ta promo et laisse-nous commencer la partie alors. Tout à fait, merci à eux, et même si je vous l'ai dit ce soir, ce n'est pas eux qui nous fournissent le jeu antenne, mais directement Phil, parce que on a la chance d'avoir en exclusivité un jeu qui devrait sortir bientôt, dans 11 jours. Il va sortir le 19 octobre. Le jeu s'appelle Hashtag, et c'est vraiment un jeu d'ambiance, c'est ça, on est dans le party game. C'est ça, c'est party game, ce qu'on appelle des jeux d'apéro en fait. Ouais. On est vraiment là-dedans. C'est un truc assez fun, jouable de 3 à 10, 15 joueurs. Donc plutôt pas mal quoi, au bout d'un moment tu manques même de place autour de la table. Et voilà, ça se joue rapidement, le temps que la pizza soit chaude. C'est un jeu pour adultes ou c'est aussi pour toute la famille? Je dirais ado-adulte, parce Ado que adulte. le thème de certaines cartes fait que t'évites d'y jouer avec les enfants. Ouais, d'accord. Voilà, c'est pas hardcore non plus, mais c'est plutôt ado-adulte, ouais. Ok. Alors dans le principe, c'est simple, on va tirer un événement. Alors là, j'en ai pris un au hasard, je vais vous le lire. C'est un événement qu'on a vu dans on va dire à la radio, dans les journaux, un petit peu partout. Et nous, on va être des personnes qui avons soif de reconnaissance. On est avide de likes sur les liens sociaux, tu vois, sur les réseaux sociaux. Et donc, on va essayer de faire les meilleurs hashtags, les meilleurs commentaires. tweets, les meilleurs commentaires, ouais, par rapport à cet événement. Alors, dans le jeu, on pourrait incarner des personnages, ce qui donne un petit peu plus de roleplay à la chose, puisque on pourrait par exemple être un hipster, un communiste, un commercial, un dictateur, un féministe, Uber Geek, gourou de secte, etc. Là, pour ce soir, on va faire simple, on va pas faire avec les personnages pour se donner un petit peu plus de liberté. J'ai sorti 4 hashtags, et dans l'idée, on va tous avoir le même événement, les mêmes hashtags, mais ça va dépendre de la manière dont on va raconter cette histoire. Donc, les hashtags, je vous les lis d'abord. On a les licornes. Alors, on n'est pas obligé de dire hashtag les licornes. Dès qu'on dit les licornes, dès qu'on les amène dans la discussion, c'est bon. Attends, on a encore foutu des licornes quelque part là. Exactement. Ouais. On a 30 glorieuses. Ouais. L'invention du bikini. Et qui c'est qu'on appelle? C'est mal parti. Voilà, alors bon, on sait, la réponse c'est Ghostbusters, mais là, on va essayer de faire original parce que
grâce à ça, donc l'invention du bikini, qui c'est qu'on appelle 30 Glorieuses et les licornes. Voilà ce qui s'est passé, l'événement, donc événement incroyable, survenu il y a quelques heures sur l'île de Pâques. Les statues ont pris vie et sont sorties de terre. Elles auraient été vues il y a quelques minutes sur une plage, en train de faire des châteaux de sable. Donc dans la version de base, on a 2 minutes. Tout le monde part sur sa petite histoire. On écrit, on essaye de prendre des notes et d'intégrer les hashtags. Là, on est à la radio, on va pas avoir les 2 minutes de blanc, mais il va falloir essayer d'être imaginatif, quoi, tu vois. Ouais, tu nous demandes d'être super balèze encore une Ouais, fois. bah exactement. Ouais. À chaque fois, c'est un petit peu ça. Après, c'est un jeu d'improvisation, donc là, voilà, il va falloir improviser, mais sans aucune préparation, du coup. Exactement. Ok. Alors, je vous rappelle les hashtags, hein, si vous voulez prendre des notes, parce que moi, ils sont devant moi, je les vois, ouais, c'est c'est facile. Alors, il y a quand même les licornes, Ouais, 30 Glorieuses, l'invention du bikini, et qui c'est qu'on appelle? Bon, on est prêt, Alex, hein, vas-y. Hein. C'est vrai? Ouais. Tu veux que je me lance? C'est ça que Ouais. tu dis? Ah bah, tu commences, vas-y. Moi, j'attends depuis impatiemment depuis tout à l'heure là-dessus. Tu es l'autre, tu commences. D'accord, eh ben, de toute façon, moi je pense que ce genre d'annonce, c'est un petit peu comme on fait pour faire des mouvements de foule, un petit peu comme on faisait à l'époque des 30 Glorieuses, on disait que tout allait bien et tout, alors qu'on savait bien que ça allait pas bien du tout. Et on essaye de détourner l'attention des gens pour les vraies choses. Je veux dire, à l'époque où on avait passé des vraies choses politiques, et on nous avait dit l'invention du bikini, tout ça, pour que les gens ils se disent « Oh, il y a un truc sympa à côté », et puis qu'on fasse pas trop attention à ce qui se passait réellement au sein même de la France, et ben ça, c'est vraiment pas glop. Et là, on dit que les statues de l'île de Pâques ont pris vie. N'importe quoi, les statues de l'île de Pâques, ça n'existe pas. C'est comme les licornes. Parce que franchement, si on avait vu quelque chose comme ça prendre vie, qui c'est qu'on appelle Ghostbuster. Bon, je l'ai fait, d'accord, j'avais dit de pas le faire. Et je l'ai fait. Mais j'ai réussi à caser les 4 hashtags. Bien joué. Félicitations. Fallait pas me faire commencer. Allez, à toi, vas-y. C'est sûr que là, il a chopé l'époque, les 30 Glorieuses, donc c'est dur de le remettre dedans, dire ah c'est l'époque des 30 Glorieuses. Tu pourrais. Mais moi, parce j'ai que- connu des gymnastes. C'était vraiment 30 Glorieuses. Quelle horreur. Tu fais comme tu veux. Techniquement, quand tu joues, tu sais pas ce que l'autre prépare, puisque tu es en Non. train de le noter. Voilà, et une fois que le mec a commencé à faire sa restitution, la tienne, elle peut potentiellement changer un peu, mais tu vas pas. C'est C'est ça. plus maintenant que tu vas changer tout Là, ton on peut truc. être très influencé par tout ce qu'il vient de dire en plus. D'autant que là, on la joue c'est sans vrai. jouer de personnage, mais quand tu joues dans la version normale du jeu complète, que tu joues un personnage, t'es quand même aussi obligé d'essayer de te tenir à ton personnage, tu Tu vois. interprètes un caractère. Oui, un peu, Ouais, c'est ça. centre d'intérêt. un dictateur ou un vegan extrémiste vont pas raconter l'histoire de la même façon, tu vois. D'ailleurs, pour les personnes qui auraient un peu de mal à savoir comment rentrer dans leur personnage, dans les règles, j'ai fait une sorte de petit bouquin où il y a un profil pour chaque personnage avec traits de caractère, enfin le truc hyper caricatural, mais traits de caractère, comment le jouer. Des petites phrases qui pourraient Voilà, sortir. qui peuvent aider à ouais. sortir un peu le personnage. C'est pour faire un peu plus de roleplay et le rendre plus facile. Voilà, c'est ça. Ok. Ah. Alors, C'est vas-y. toujours à moi. Ouais, vas-y. Qui se lance Tu veux Non, mais- un personnage pour que ce soit plus facile? Je suis pas sûr que ce soit plus Donald simple, hein. Trump. Non, si t'es T'as un pas rappeur Trump français, par exemple, ou un mafieux. Non, quelqu'un veut bien me refaire encore un exemple là, vas-y, parce que j'ai pas très bien compris. Je suis pas sûr d'avoir bien saisi. Moi, je vais en connais faire pas le un. jeu. Moi, je vais faire mon Donald Trump. Vas-y. Faux, monsieur, c'est faux ce que vous dites. Cette histoire de l'île de Pâques n'a rien à voir. Il faut savoir que l'île de Pâques, c'est là qu'a eu lieu l'invention du bikini, et pas dans les îles Bikini, comme on le prétend. Ça, c'est fait à la fin des 30 Glorieuses, à peu près au moment où la guerre se termine. Et qu'est-ce qui se passe quand la guerre se termine? On enfouit sous le sol toutes les horreurs nazies, toutes les armes de guerre qu'ils avaient mises au point pour renverser la planète. Et notamment, messieurs, les licornes. Car les licornes, on pense que ces petites bêtes inoffensives sont là pour les petites filles, mais à l'origine, elles étaient là pour servir de monture aux Waffen-SS. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on appelle? Eh bien, on appelle Ghostbuster également. Ah bah dis donc, je pense que... J'ai pas compris à un moment, il y a des gaufres nazis qui arrivent. C'est ça. T'as Des pas dit- gaufres oh, ouais, Des waffles. Les waffles SS. Waffle, ouais. Ah, Eh bah, il a réussi à caser les 4 hashtags aussi. Hein. ah ouais. C'est pas mal. Hein. Je suis de plus en plus impressionné. Moi, je vais Du passer coup, la main à Damien. Mais moi, je crois que justement, cette arrivée des statues de l'île de Pâques, on pense qu'elles arrivent de l'île, mais en fait, elles arrivent du ciel. C'est un petit peu les Valkyries qui débarquent comme ça, tu sais, tout équipé, armure, ailes, licorne, tout ça. Ailes, licorne. Voilà, ça c'est fait.
Elles arrivent, oh super, qu'est-ce que c'est? Au nombre de 30 non, mais même pas, parce que je veux dire, elles ont, tu sais, leur maillot comme ça, leur armure bikini et tout, comme ça. Oh mon Dieu, j'ai invoqué la fin du monde, et qui on appelle comme ça, les grandes statues et tout. Et elles arrivent et elles embrassent le sort de l'humanité, tu vois, nous écrasent dans leurs bras immenses, et c'est un petit peu une étreinte glorieuse, tu vois, comme ça, c'est un peu une sorte de chevauchée des Valkyries fantastiques. Ok. Les 4 ils sont passés. Les 4 ils sont passés à peu près, je suis d'accord. À une lettre près. Je te laisserai le mot de la fin, alors je vais essayer aussi. Ok, moi je pense que les gens s'inquiètent et ont raison de s'inquiéter parce que les statues de l'île de Pâques c'est quand même des gros morceaux, c'est pas n'importe quoi, et de les imaginer en train de faire des châteaux de sable à la plage, moi je trouve ça inadmissible parce que soit ils sont, enfin, c'est des statues, elles sont nues de base, on pourrait au moins leur mettre des bikinis, ne serait-ce que pour protéger l'innocence des enfants qui vont être sur ces plages. Je trouve ça vraiment scandaleux. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait aller plus loin. Je pense que ces statues-là, il faut les exterminer. Et pour les exterminer, vous savez qui c'est qu'on appelle? On appelle les 30 glorieuses licornes. Et ouais, et comme ça, on passe tout. Ouais, parce que comme c'est lui qui a créé le jeu, tu vois, il peut inventer les mais règles. il avait Moi, je peux cheater tout le temps, mais c'est évident, c'est normal. Vous saviez pas qu'on pouvait tout comboter comme ça? Quel est l'intérêt d'être auteur de jeu si c'est pas pour tricher à ses propres jeux? Exactement. Bon, alors du coup, j'ai le cerveau qui doit ralentir un petit peu ce soir, mais alors je vois une histoire, en fait, je vais essayer. L'histoire des statues de l'île de Pâques, là, en fait, c'est du bidon, hein. Tout ça, c'est du bidon, on n'y croit pas. Hein. Non, c'est ça, bien, on n'y croit pas, non, c'est vrai. Voilà. En fait, c'est autre chose. C'est un petit peu comme les fables avec la licorne et tout. En fait, c'est autre chose qui se passe. Là, c'est un truc qui se passe. Il y a tout un décorum qui se passe dans les 30 Glorieuses. Et là où on voit un bikini, et d'ailleurs, il y a l'invention du bikini date de cette période-là. Et on voit une nana aussi sur cette île à côté de la fameuse statue en train de bouger en bikini, en train de courir. Sauf que la statue, c'est pas une statue, c'est un gorille géant. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là? En fait, ils étaient en train de tourner un film. C'est pour ça, qu'est-ce qu'ils avaient appelé? Ils avaient appelé le réalisateur du dernier film de King Kong. Et on a cru que c'était des statues, c'était un gorille géant. C'est ça. Et ben mine de rien, t'as réussi à les placer les 4. Alors après, là on a fait tous nos histoires, on a placé nos hashtags, plus ou moins facilement, plus ou moins élégamment. Après, il se passe quoi au niveau des comptes des points, par exemple? Alors, quand tu joues vraiment pour scorer, moi j'ai pensé ce jeu pour vraiment pouvoir être joué à fun, tu vois, sans chercher à compter les points et à se marrer. Mais il y a quand même une règle où tu comptes les points. Donc dans ce cas-là, normalement, ce qui se passe, c'est des puristes, des purs et durs qui disent c'est moi qui m'a. Du coup, après, normalement, après la première restitution, tous les autres joueurs se concertent et voient s'ils donnent 0, 1 ou 2 points à la cohérence de l'histoire. Ce qui t'évite de raconter n'importe quoi et de coller juste des hashtags les uns après les autres, d'avoir fait un truc sans aucun sens. Après, une fois que tout le monde est passé, chacun va pouvoir voter et donner un point à son histoire préférée, donc qui n'est pas forcément la plus cohérente, tu vois, mais son histoire préférée. Personne ne peut voter pour soi, sauf si tu es l'homme politique. L'homme politique, il peut tricher, évidemment. C'est normal, il achète les voix. Bah, tu joues bien ton rôle, tu vois. Et après, tu donnes aussi un point à celui qui a le mieux joué son personnage, selon toi. Et pareil, encore une fois, tu peux pas voter pour toi, sauf si tu es l'homme politique. Si tu es l'homme politique, tu gagnes tous les points. Tu peux gagner presque à chaque fois, du coup. Sauf si vraiment tu as raconté n'importe quoi au départ et tu prends pas tes points, mais voilà. Et du coup, après, ça permet de compter les points, et celui qui a le plus de points, et tu as aussi un point par hashtag que tu as placé. Et dans le jeu normal, c'est 5. Là, on en a mis 4 pour faire plus rapide. Dans le jeu normal, c'est 5. Du coup, tu cumules tous ces points-là, et les points sont des centaines de likes, en fait. Et celui qui a le plus de centaines de likes devient la personne la plus populaire sur Internet. Donc, remporte la manche. Ouais. Voilà. Alors effectivement, dans les hashtags, on a parce qu'on a des événements, il y en a 15. Tu peux nous en lire quelques-uns des hashtags? Ah oui, des hashtags, oui. Parce que les événements, pas les événements, il y en a 15. Non. Donc ça, faut pas spoiler, mais les hashtags, ça va donner le sel du jeu de découvrir l'histoire. Ouais, et dans les règles, à la fin, on a prévu quelques pages pour que les gens puissent créer leurs propres événements aussi, pour allonger la durée de vie. Genre, tu vas créer des nouveaux. Tu vas chez des potes, tu poses le cahier sur la table, le livret de règles, et les gens peuvent en écrire quelques-unes. Ouais, faut suivre l'actu, quoi. Ouais, ou t'es même pas obligé, du coup. Tu vois, je pense pas que les statues de l'île de Pâques qui soient levées pour aller faire des châteaux de sable, on suit vraiment l'actu, mais... C'est un peu comme l'histoire du monde. Non, mais tu peux, du coup, tu fais comme tu veux. Tu peux, si tu veux. C'est tout le sel de ce genre de jeu, c'est que tout le monde peut y trouver sa patte. Celui qui est toujours fervent d'actualité ou qui est toujours un petit peu au goût du jour, il va pouvoir le trouver. Celui qui est plus dans la fantaisie, dans la littérature, dans tout ce que tu veux, il va y trouver son compte aussi en créant ses propres histoires. Et c'est là que tu vas pouvoir aussi essayer de piéger
tes comparses. Ça veut dire que tu vas te dire, moi, mon histoire, je pars sur un truc qui me semble moins évident, mais suivant les hashtags qui vont être tirés, peut-être que tu seras pris à ton propre piège, quoi. Parce que dans les hashtags, on a qui ça, donc des personnages, complot, quoi ça, ou n'importe nawak. Dans qui ça, tu vois, toi, tu voulais des exemples, on a les licornes qu'on a vus, les gens, les sirènes, les roues, Abraham Lincoln, Capitaine Jean-Luc Picard. Donc, des choses comme ça. On a complot. Alors, complot, c'est là qu'on a eu les 30 Glorieuses. On aurait pu avoir le 11 septembre. On a la mort étrange de Ben Laden, la polémique autour du Burkini, les traces des avions dans le ciel. Tu vois, c'est plein de choses comme ça, la zone 51. On a quoi ça aussi. Donc, quoi ça, l'invention du bikini. L'hologramme de Jean-Luc Mélenchon. Le roman, 1984. Apple, combustion spontanée, emploi fictif. Et enfin, dans n'importe nawak, tu vois, tu remarqueras que c'est pas là qu'on a vu les licornes. Non. Non, mais c'est très sensé, les licornes. On a donc Qui c'est qu'on appelle, poursuivi par un Terminator. On a J'ai croisé un vampire aux Galeries Lafayette. 3615 Hula, balance ton porc, épidémie de gastro. Donc, ça donne comme ça plein de hashtags différents. Sachant que sur chaque carte, alors je ne sais pas combien de cartes il y a au total, mais sur chaque carte, on a un A, un B. C'est-à-dire déjà, on peut en avoir 2 différents. Et elles sont toutes recto verso. Donc, ce qui fait une rejouabilité quand même assez conséquente. Tu t'amusais à compter les comment ça s'appelle? Le nombre de hashtags, le nombre de possibilités. Le nombre de possibilités. Ah non, je l'ai pas fait. Non, des probabilités. Mais il y en a du coup beaucoup parce que il doit y avoir à peu près 200 hashtags. Tu multiplies du coup par 15 scénars de base et le fait qu'il y ait 15 personnages. C'est-à-dire que tu peux même quelles sont les probabilités que tu retombes en 2 parties sur le même scénar en incarnant le même personnage et avec les 5 mêmes hashtags, c'est quasi nul, quoi. Donc du coup, tu as effectivement une rejouabilité qui est... Oui, une rejouabilité qui est quand même... Voilà, et comme les parties se font vite, tu peux faire plusieurs parties quand tu joues. Tu as toujours des gens qui sont en plus un peu frileux au départ, mais tu en as toujours au moins un dans un groupe qui lui est à fond. Tu vois, genre un qui va tomber sur le rappeur et qui va te faire que des rimes, ou un qui va tomber sur le dictateur et qui va se lever, tendre le bras. Enfin, Oui, parce que tu as 2 minutes pour préparer en plus, donc tu as le temps un peu d'avoir des idées. Et de... Oui, c'est ça, tu peux créer ton truc en vrai, quoi. Là, tu as la distance du rôle aussi. Moi, je crois que c'est important, ça, d'avoir la distance du rôle pour être un peu cynique, se laisser aller à des humeurs qui sont pas forcément celles de tous les jours, mais voilà, pouvoir interpréter. Tu peux te lâcher un peu plus, quoi. Bien sûr. Donc voilà, ça sort le 19 octobre chez Mango. 19 octobre chez Mango. Donc si vous êtes friand de jeux d'apéro, de party game comme ça, vraiment voilà, un jeu avec une grosse rejouabilité où en plus on trouve des licornes. Est-ce que dans les hashtags, parce que là on a dit qu'il y en avait beaucoup, on les a pas comptés, mais quand tu crées un jeu comme ça, est-ce qu'il y a tu te mets une forme de censure? Est-ce qu'il y a des hashtags où tu t'es dit non, ça on met pas? Bah, j'avais pas envie de faire un truc trop trash. Après, curieusement, c'est un petit peu les hashtags les plus sensibles, on va dire, qu'on séduit Mango quand je leur ai présenté. J'en ai quelques-uns, je sais plus s'ils sont tous restés, mais j'avais par exemple twerké devant son père, tomber sur sa mère sur YouPorn, celui-là il est resté dedans. C'est pour ça que je te dis que c'est pas vraiment pour les petits, quoi, tu vois. Ouais, ça dépend. Tu peux les sélectionner un peu à l'avance, voilà, si tu veux jouer avec les plus jeunes. Je sais pas. Après, les trucs sont pas non plus hyper violents, quoi. Est-ce que je me suis censuré? Non, j'ai juste évité des choses qui seraient vraiment... je voulais pas mettre de trucs qui soient pas respectueux, tu vois. Après, ça reste, bien sûr. Ça reste un jeu... faut se faire rire, quoi. Hein. Ça reste un jeu parodique aussi. La cueillette des cerises, on s'embêterait un peu, quoi. C'est ça, faut quand même que ça... Non, faut que ça pique un peu. Ouais. Mais après, ce qui peut être amusant et absurde, c'est d'avoir dans la même série 2 hashtags complètement horribles et puis 3 hashtags absurdes, tu vois. Du coup, comment tu fais pour les caler? Comment tu arrives à mettre le tout à les caler ensemble? Il n'y a pas d'obligation de mettre les 4? Non, enfin c'est 5 même d'ailleurs normalement, mais t'es pas obligé. Juste si tu joues en marquant des points, tu marqueras moins de points. Oui. Mais si tu t'es plus à l'aise à en mettre que 1, 2 ou 3, tu le fais. Enfin, nous, peut-être que pour faire la vanne, 2 suffisent, quoi, tu vois, dans ton truc, ouais. Tu marqueras dans que ta 2 points. Restitution, ouais, bien sûr. Tu marqueras moins de points, mais peut-être que ton histoire, elle va déchirer et du coup, tu prendras plus de points parce que tout le monde va te donner. Donc, les joueurs notent mieux. C'est ça qui est intéressant aussi. La surenchère, des fois, est pas forcément utile. Non. Quand tu joues à 7 ou 8, si tu risques de perdre en intérêt ton histoire en voulant mettre absolument les 5 hashtags, non, t'en mets moins parce que tu vas peut-être choper 4 ou 5 points à la fin. Et du coup, tu passes devant, quoi. Ouais, ça me rappelle d'autres jeux d'association d'idées, sauf que là, on est dans des associations d'idées et de mots, quoi, finalement. Ouais, l'idée, c'est ça. Moi, je le pensais comme un jeu où,
quand tu te promènes sur les réseaux sociaux, tu le vois bien, les gens ils sont tous experts de tout, quoi. Ouais, mais c'est ça, oui. Tout le monde a vu, tout le monde monde sait, a vu, tout le monde a vu, tout le monde sait, tout le monde sait mieux que toi quand t'as fait un truc. Enfin, c'est toujours comme ça, quoi. Et je me suis dit, et au bout d'un moment, les gens ils cherchent même plus la réalité. Quand tu vois le nombre d'infos bidons qui sont relayées directement parce qu'ils ont mis une photo d'un chaton égorgé et que ça joue sur la corde sensible et que les gens sont pas allés vérifier. Je me suis dit, en fait, aujourd'hui, la popularité est plus importante que la vérité. Et c'était le sous-titre du jeu au départ. On l'a enlevé pour des raisons de boitage, mais c'est exactement ça, quoi. C'est que j'avais envie de dénoncer un peu ce côté où aujourd'hui, les gens, ils veulent être les premiers à être sur une info, à être sur un truc, sans même chercher à savoir si c'est vrai ou si même ce qu'ils vont colporter, c'est pas encore pire, quoi. Ah, donc tu l'as créé en ayant un vrai message derrière, quoi, finalement. Ah oui, c'est une critique sociale, en fait, ce jeu au départ. Enfin, moi, j'avais en tête de faire une... C'était ça. Et la question qui tue maintenant, t'as un compte Twitter et un compte Facebook ? J'ai pas de compte Twitter, enfin je dois en avoir ouvert un il y a des années sans jamais réussir à vraiment comprendre l'intérêt du truc. Et j'ai une page Facebook, ouais, mais parce que c'est un moyen aujourd'hui de faire de la promo aussi, tu vois, et puis de discuter avec des potes qui sont loin géographiquement, voilà, un peu comme tout le monde. Ouais, c'est ça, ouais. Mais quand je mange une pomme, je poste pas une photo sur mon mur en disant regardez, j'ai mangé une pomme, quoi. Elle est trop bonne, la porn food. Ouais. Après je dis ça, mais j'ai pris une photo du micro pour ce soir, quoi. Ouais, mais c'est un beau micro, faut dire. C'est un beau micro. Et puis, donc voilà. ça, on peut comprendre. Alors, on va arriver très bientôt à la première pause de l'émission, à la première pause musicale. Mais juste avant, on a dit tout à l'heure que cette année, on avait la chance d'avoir 2 partenaires. Donc, on a eu le jingle pour le remue-ménage. Et il est normal de mettre le jingle pour Sortilège. Cette année, dans Des Ludes et des Plumes, pour les jeux antennes, on voit les choses en double. 2 émissions par mois, 2 heures d'antenne, 2 boutiques partenaires, 2 ans de partenariat avec Sortilège, 2 adresses, quartier de la mairie, 4 rue Hoche à Vannes et www.sortilège.fr. Oui, et 11 autres boutiques partout en France. Oui, je sais, mais c'est pas tous nos partenaires non plus, hein, c'est juste Sortilège à Vannes. Ah ok, autant pour moi, on enchaîne. En direct jusqu'à 22h dans Des Ludes et des Plumes, avec ce soir pour nous accompagner Phil Viscaro. Phil qui est venu et qui nous a déjà présenté un de ses jeux. On a joué juste avant à Hashtag. Et là, on va s'intéresser un petit peu plus à toi, justement, à tes créations, à tout ce qui va venir. Est-ce qu'avant de parler un petit peu des jeux que tu as inventés, est-ce que tu peux te présenter, nous dire comment toi, t'es arrivé dans le monde du jeu, en fait, d'où tu viens? Ok, alors, d'où je viens, de l'utérus de ma maman. Ouais, déjà c'est bien. On l'avait pas eu ça comme dans la Nièvre. Il y a une quarantaine d'années à peu près. Donc alors on vient du même endroit. Comment ça fait toi aussi? Bah je viens de l'utérus de ma maman aussi. Ah oui, pas de ma maman. Ah bah non. Mais... sinon, ça aurait été bizarre que je sois pas au courant, mais pourquoi pas? Après, tu peux découvrir des choses. Donc ça, c'était il y a longtemps. Après, il s'est passé plein de choses. Il y en a un qui est en train de mourir là-bas. C'est ça. Il s'est passé plein de choses dans ma vie, et du coup, on va faire directement une ellipse jusqu'à ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ça. Comment t'es arrivé Comment je suis arrivé dans le jeu de société? Peut-être que tu jouais déjà petit. Petit, je jouais. Après, pendant des années, j'ai pas non plus joué plus que ça. C'est-à-dire que j'étais un peu sur les jeux de société à l'ancienne, on va dire, quand j'étais petit. Après, j'ai grandi, j'ai eu plein d'autres passions. Je suis parti dans plein d'autres trucs. Les utérus des autres mamans. Non, je suis pas allé si loin. Non, tu vois, je m'arrêtais avant quand même. On était plus dans la découverte que dans l'exploration. Donc, plus des autres mamans, quoi, au secours. Le mec, quoi. Indirectement, ouais, nous on balance, nous. Indirectement, je me fais traiter de motherfucker, tu vois, c'est pas mal, quoi. Première fois qu'on me fait ça dans une émission. Donc, du coup, écoute, il y a 3 ans, bientôt, Noël d'il y a 3 ans, quoi, j'ai racheté quelques jeux de société pour m'y remettre un peu avec ma nana. Donc j'ai fait comme tout le monde, tu vois, je suis repassé par Aventurier du Rail, des machins comme ça, tu vois. Du nouveau traditionnel, en fait. Oui, voilà, des choses qui un petit peu... Du moderne. Voilà, je m'étais dit, tiens, on pourrait essayer de jouer à des jeux, voir, ça, apparemment, ça fonctionne bien en ce moment. Donc on s'est renseigné un peu sur le net, j'ai découvert Trick Track un peu comme ça, en faisant des recherches pour essayer de trouver des jeux, et puis... Et voilà, moi je suis tombé sur quelques jeux comme ça. Donc d'abord ça s'est passé à Noël, on s'est offert quelques jeux entre nous, on a commencé à jouer tout ça, et puis en janvier du coup 2017, voilà, que je dise pas de bêtises, février 2017, j'ai commencé à bosser sur 2 projets de jeux. Au départ c'était un petit peu juste pour moi, pour le fun. Et puis en faisant quelques tests, en les montrant à des gens, les gens me disaient vas-y, tu devrais essayer de les faire. Il y a du potentiel, il y a quelque chose. Ouais, voilà, il y a un truc à faire, vas-y, ça peut être sympa et tout. Donc
je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai passé. Donc les deux jeux, c'était Strums, qui est mon premier jeu, qui est toujours pas fini, qui est sans cesse en évolution. Peut-être aussi parce que c'est le premier que j'ai envie de, tu vois. C'est un peu comme de bichonner vraiment. Non, et de le c'est garder. vrai, je suis un peu comme une maman, quoi. J'ai pas envie de le laisser partir tout de suite, tu vois. Et j'ai envie de le garder un peu à la maison. Il est pas prêt. Non, mais voilà, tu vois. Laissez-le moi encore un peu. J'ai envie de le garder encore un peu à la maison, de lui faire des câlins et tout, quoi. Et le deuxième, c'était Hollywood Death Race, dont on va sûrement reparler après, là, rapidement. Et Hollywood Death Race, donc j'ai passé une annonce sur internet pour me chercher un illustrateur, parce que j'avais envie de faire un truc un peu sympa et un peu poussé déjà dès le début. Ouais. Et donc j'ai 2 illustrateurs qui m'ont contacté. En février, on a commencé à bosser un petit peu ensemble, mais les premiers mois c'était vraiment sporadique, quoi. C'était on bossait un peu, genre moi je leur envoyais un croquis d'un décor, ils me renvoyaient une ébauche du décor 15 jours après. On n'était pas pressé parce qu'on n'avait pas de. Il n'y avait pas d'impératif en fait, Ouais. c'était juste pour l'instant de l'attente. Oui, juste on en reparlera peut-être tout à l'heure certainement, mais 2 illustrateurs, c'est-à-dire il y en a un pour les persos, un pour le décor, ou les deux? C'est ça. Oh, d'accord. En fait, il y en a un qui bosse tous les plateaux du jeu, et donc tous les éléments qui sont dans les décors et tout ça, et un deuxième qui bosse tous les véhicules, tous les personnages et les cartes du jeu. En fait, comme il y avait pas mal de... On s'est rendu compte assez rapidement qu'il y aurait pas mal de boulot, c'était bien, ça se complétait, quoi. Et voilà, donc c'était assez sporadique jusqu'à un moment dans l'année où le jeu a intéressé un éditeur, Mangrove. Mangrove, ouais, on peut le citer. Voilà, qu'on peut citer bien évidemment, qui m'a contacté. En fait, j'avais présenté quelques photos du jeu sur un forum et puis sur des réseaux sociaux. Et lui m'a contacté en me disant, écoute, ton jeu ça a l'air cool, ça m'intéresse, est-ce que tu peux m'envoyer les règles, éventuellement en proto? Donc je lui ai envoyé les règles. Déjà je l'ai appelé, on a bien discuté, j'ai compris tout de suite qu'il se passait un truc bien, quoi. J'ai pas eu l'impression d'avoir affaire à un éditeur comme on me les avait un peu vendus au départ, en me disant tu vas voir, un éditeur, ça marchera jamais d'arriver avec un illustrateur ou avec 2 illustrateurs. Les éditeurs ils veulent jamais. Ils veulent mettre les leurs. Ils veulent pas. Ton jeu ouais. il commence à être poussé graphiquement, ils aiment pas ça. Ils préfèrent que ce soit des trucs faits au crayon sur une feuille griffonnée. Mais j'aurais dit mais moi je sais pas faire du moche, ça m'intéresse pas, quoi. Enfin, pas dans le sens que je sais faire que du beau, mais dans le sens ça m'intéresse pas de présenter un truc que toi tu trouves que je trouverais pas abouti, joli, quoi. ouais, pas Voilà, ce qui veut après voilà, la beauté c'est subjectif, mais je veux dire que moi je trouverais pas visuellement abouti. Voilà pourquoi je l'ai pas fait moi-même et que j'ai voulu bosser avec des mecs dont c'est le métier. Du coup, bah moi j'ai dit bah ouais, mais enfin voilà, quoi. Lui j'ai compris tout de suite qu'il était intéressé et je lui ai dit, une des premières choses que je lui ai dit, c'est par contre le jeu il sera édité que si je garde mes 2 illustrateurs avec moi. Il m'a dit y a pas de problème. Bon, ok, ça partait bien. Parce qu'à la base, quand tu as choisi tes 2 illustrateurs, en fait, ils ont décidé de travailler avec toi, mais c'était un projet de prototype. Ça veut dire qu'il n'y avait encore aucune édition, rien de signé. Donc on n'était pas signé. Il n'y avait rien de pécunier encore non, en jeu. C'était un coup de poker un peu pour eux, disons-le franchement. Moi, je leur ai parlé du projet. Je leur ai dit, voilà, moi, ce que je veux en faire, c'est que ce jeu, je veux qu'il sorte. Je veux mettre toutes les billes dans son sac pour qu'il puisse sortir. Et pour ça, il me faut des gens qui déchirent en dessin et qui aussi croient au projet. Moi, je leur ai dit, je veux pas que ce jeu ce soit un jeu de Phil Viscaro et 2 illustrateurs comme ça non nommés. Je lui dis, moi, c'est un truc qu'on va faire ensemble. C'est-à-dire que vous aurez votre pouvoir créatif dessus, vous aurez votre mot à dire, etc. Moi, je veux que vous fassiez partie de l'aventure et que vous ayez envie de faire partie de l'aventure. Donc, si ça vous branche, on y va. Et par contre, moi, ce que je vous garantis, c'est que si édition il y a, c'est avec vous ouais, voilà, ce qui était plutôt couillu, effectivement, parce que tu aurais pu tomber sur des gens qui disent bah, nous, on veut bien signer, mais on veut faire. Il y en a. Hein, il y en a plein, mais j'aurais dit merci et j'aurais fait demi-tour. Donc, ça, c'est plutôt respectable. Je m'étais engagé, je ne pouvais pas faire autrement, de toute façon. Tu vois. À un moment, tu as des engagements. Enfin, t'as comment dire, une volonté de faire les choses comme tu l'entends ou tu le fais pas, quoi. Oui. Puis après, c'est ça qui va créer peut-être aussi ta marque de fabrique plus tard. C'est-à-dire que les gens savent que tu es quelqu'un d'honneur et que tu as une parole, ce qui peut être aussi un plus pour les éditeurs quand s'engager auprès de quelqu'un qui est prêt à ne pas faire un jeu pour justement garder sa parole. C'est des amis, les illustrateurs, ou c'est des gens qu'il a fallu que tu arrives à convaincre? Eux, c'est des gens que je connaissais pas du tout. J'ai passé une annonce un peu sur des forums et des trucs comme ça, quoi, en mettant que voilà, je travaillais sur un jeu de société, un concept assez sympa, assez différent de ce qu'on voyait d'habitude, et que je cherchais un illustrateur qui soit capable. J'avais un style spécifique que je voulais. Je voulais un style graphique qui fasse penser à du Hanna-Barbera. Tu vois, donc un truc. Les Fous du Volant. Les Fous du Volant, Scooby-Doo, Captain Caverne, les choses comme ça. Très, très années 60, tu vois, fin des années 60. Je voulais que le jeu ressemble à ça. Super pop.
Ouais, c'est ça. Et comme ce jeu, c'est un hommage à la pop culture, même si le jeu, lui, joue avec des codes des années 80, je voulais que visuellement, il ressemble à un truc des années 60. Je voulais mélanger un petit peu ces deux choses-là. Et eux, quand je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me faire genre un dessin comme ça, est-ce que tu peux me faire un perso en Hanna-Barbera, par exemple, et les trucs qu'ils m'ont envoyé, j'ai kiffé direct. Ils ont compris tout de suite. Donc il y avait tout de suite quelque chose. Quoi. Ça matchait tout de suite. Ouais, direct. Et puis eux, ils m'ont dit tout de suite, moi le projet, ça me branche. Pour le moment, je peux te faire 2 plateaux, par exemple, celui qui faisait les plateaux, ou celui qui faisait les personnages m'a dit, moi je m'engage à t'en faire 3. Et puis après, on attend une signature. Et puis au final, ils m'ont fait ce qu'ils avaient dit. J'ai présenté le jeu à des festivals, ça a cartonné, je leur en ai parlé. Et la hype a fait qu'on s'est motivé entre nous. Et puis de 2 plateaux, on est passé à je te fais 4 plateaux, à 6 véhicules. Et puis au final, on est passé à vas-y, on fait tout le jeu ensemble. Et puis il sort quand il sort, quoi. C'est super aventure. Puis au lieu de faire ça tous les 15 jours, après, c'est un peu plus fréquent. C'est ça. Oui, parce que tu dis années 60 dans les dessins aussi, mais on joue si j'ai bien compris, on incarne des sosies dans le jeu. Des sosies, le star des années 80. Voilà. Donc, si on est des sosies, quand on va voir même des images sur Hollywood Boulevard où il y a des sosies pour se prendre en photo avec tel ou tel personnage, on n'a pas non plus les droits officiels, quoi. Certaines fois, ils sont aussi un petit peu caricaturé, je veux dire, c'est bien le rendu, en fait, le rendu est très fidèle au sosie, en fait. C'est-à-dire que tu dis, tiens, je reconnais le personnage qui a la licence, mais on voit bien qu'il n'y est pas parce que c'était un sosie, et sinon il se prenait un procès, enfin c'était... On est clairement dans la caricature, de toute façon. Ça colle ensemble, quoi, je veux dire, le côté Hanna-Barbera, comme tu disais, mais le côté que si c'est des sosies, c'est que c'est pas les officiels qui font ça, quoi. C'est ça. On a eu un peu de mal à faire comprendre ça à tout le monde sur Internet. Là, on a eu notamment aux États-Unis où ils sont très à cheval sur les droits à l'image et la gestion du copyright, où il y a quelques personnes qui ont eu peur, en fait, parce qu'ils sont... Enfin, on va dire le joueur lambda, quoi, il va être effectivement très à cheval parce que c'est culturel chez eux, mais il va pas forcément être au fait des lois par rapport à ça, et des règles et des méthodes de fonctionnement. Or, effectivement, on est totalement dans notre droit parce qu'on joue avec quelque chose qui s'appelle le droit à la parodie en France, fair use en anglais, enfin aux États-Unis, qui est sensiblement différent, mais dans les cases dans lesquelles on est, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire un jeu. Alors oui, tu as des personnages qui vont ressembler à un membre d'une équipe de super-héros qui a perdu ses parents et qui se déguise en raffolant, quoi. Mais c'est pas lui. Et le jeu ne s'appelle pas ce personnage-là fait la course, tu vois. En gros, on aurait un problème si l'élément central du jeu était quelque chose qui existait déjà au niveau du copyright. Or là, tout ce qui est pilote et les choses comme ça sont des éléments secondaires. L'élément central, c'est la course. La course elle-même, quoi. Et donc tu peux pas copyrighter le concept de la course, quoi. Non, sinon il y en a plein qui l'ont fait déjà. Sinon c'est compliqué. C'est ça. Voilà. Et justement, tu dis que le principe du jeu, c'est la course. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous expliquer la mécanique du jeu ? Alors ouais, bien sûr. Donc Hollywood Death Race, c'est un jeu de course un peu délirant. Tu parlais des fous du volant tout à l'heure. Pour la petite anecdote très rapide, Hollywood Death Race, quand il est né au tout départ, je voulais me faire pour moi un jeu de course les fous du volant. D'accord. Parce que j'adore cette série, j'aime beaucoup cette époque Hanna-Barbera, etc. Donc j'avais commencé à travailler sur des mécaniques, des véhicules différents, des trucs complètement loufoques. Ouais, puis tu vois, j'avais commencé donc à me créer il y avait quand même une liste de véhicules qui était toujours régulière, fréquente dans la série. Donc je m'étais repris ces véhicules-là, j'avais fait des fiches avec des pouvoirs et tout, j'avais rematé des épisodes, enfin tu sais le mec un petit peu monomaniaque, quoi, tu vois, enfin j'étais un peu investi, dans mon truc, quoi, t'étais un investi. truc obsessionnel, quoi, juste pour moi en plus au départ, devait y en avoir qu'un exemplaire, quoi. Et donc j'avais cherché un petit peu tout ça, j'avais fait des fiches, et puis au bout d'un moment je me suis dit si jamais je dois sortir ce jeu maintenant, je vais me retrouver bloqué par la licence, parce que là par contre sur un thème unique comme ça tu le fais pas de le sortir sans licence, donc et puis je me voyais pas aller voir Hanna-Barbera et leur dire salut, je m'appelle Phil, vous me connaissez pas, j'ai jamais sorti de jeu, je commence juste là, est-ce que vous pouvez me filer votre licence ou me la vendre pas trop cher, je vais faire un KS, pardon, c'est mon premier KS aussi, ouais, mais ça va marcher, enfin tu vois, je me suis dit ils vont me rire au nez, ils vont me jeter par la fenêtre, quoi. Donc je me suis dit ok, gardons la mécanique qui commence à fonctionner et partons sur un univers qui me plaît et où je serai beaucoup plus libre au final, donc les années 80. Et je me suis dit, avec mes potes, on s'est toujours demandé, vas-y, qui c'est le plus rapide entre K2000 et Tonnerre Mécanique, tu vois, est-ce que tu penses que le mec de l'agence Tourisque, on pourrait le revoir un jour dans un épisode de Shérif Fais-moi peur, machin, quoi. Je me suis dit, j'ai qu'à ne plus me poser mes questions, j'ai qu'à répondre à ces questions. J'ai qu'à les faire, ouais. Et donc voilà, donc ça c'est un jeu qui est effectivement très
très axé sur un délire comme ça avec tout un tas d'univers mélangés. Et la mécanique intéressante, c'est qu'on fait la course dans un studio hollywoodien. Du coup, les plateaux sont modulables, ils sont tous différents. Et chaque plateau représente un film ou une série différente. Donc en fait, tu passes de film en film en fait, en bourrinant. Et chaque plateau, chaque film a un thème et un gameplay différent. Donc tu peux te retrouver, il y a un plateau qui s'appelle Jurassic Land par exemple, dans lequel tu peux, si tu fais du bruit, tu peux te faire courser par un T-Rex qui va te défoncer, il va défoncer tous les autres, etc. Là, on est donc sur Kickstarter en ce moment, on a un plateau qui est exclusif à Kickstarter, qui est un plateau alien. Et dedans, bah, c'est pareil, tu peux te faire attraper par un alien qui se cache dans les murs, des trucs comme ça. Voilà, chaque plateau est différent. Et autre petit truc assez original qu'on trouve pas souvent dans les jeux de course, tu joues deux véhicules en fait. Chaque joueur joue 2 véhicules. Du coup, pour gagner, il faut pas simplement faire passer la ligne d'arrivée à un de tes véhicules, il faut faire franchir la ligne d'arrivée à tes 2 véhicules. Donc le premier qu'en sort un n'est pas forcément celui qui gagne. D'ailleurs, c'est rarement celui qui gagne. Tu fais quoi, la moyenne après de tes 2 véhicules pour ta position à la fin ou Non, faut sortir les 2. Non, le premier, si tu fais survivre. Si tu fais une course simple, voilà, le premier qui sort ses 2 véhicules, il a gagné, il a la première position, quoi. Ah oui. Le deuxième qui sort ses 2 véhicules, bah, il a la deuxième, etc. Et donc il suffit de commencer par sortir le deuxième. Bah c'est ça. Moi j'ai une question intéressante et intelligente, pardon Damien. Pour changer du coup. Ouais, pour changer. Mais ça y est, elle vient de me sortir de la tête. C'est moche. Non, ça va me revenir dans un instant. Attends, je redonne Est-ce qu'il y a de l'interaction entre les joueurs? Est-ce que c'est une course à embûches où on peut, à la Mario Kart, balancer une carapace de tortue? C'est essentiellement de l'interaction entre les joueurs. Voilà. En fait, le jeu, c'est un mélange, c'est un croisement entre les Fous du volant, Mario Kart et Mad Max. Ah, Mad Max quand même. Tu mélanges un peu tout ça, tu vois, pour le côté bourrin et violent. Et pour la petite anecdote, le jeu s'appelle Hollywood Death Race, mais personne ne meurt jamais. Ouais, parce que je voulais un cartoon quoi. Bah, ouais, je voulais si tu veux, ouais, c'est ça un peu. Je voulais un hommage à ces titres de films que tu trouvais dans les vidéoclubs dans les années 80 ou 90 tu regardais la jaquette, ça avait toujours l'air vachement bien quoi. Tu voyais de la baston, tu voyais des ninjas, des trucs comme ça, du Bronx, de l'Apocalypse, ouais, tu vois, Ninja Warrior, exactement, tu vois genre le Black Commando Warrior versus White Chinese fast food, je sais pas quoi. Tu te disais c'est mortel et tu regardais le film et il y avait rien de ça dedans. Il arrive quand le ninja là? C'était tombé à mort. Un mec qui a mis un bandeau dans ses cheveux depuis tout à l'heure. Tu regardais ça, c'était Derrick sans couleur quoi. Non mais ouais, il y en avait plein. Ouais. Et donc l'idée c'était aussi d'avoir un hommage à cet univers pop de vidéoclub. Du nanar un peu. Ouais, c'est ça. Où j'ai un peu grandi dans des vidéoclubs petits, donc je me nourrissais de ce genre de trucs. Plus c'était mauvais. Enfin, j'ai découvert Trauma, ouais, j'allais dire ça. J'ai découvert Trauma, j'avais 8 ans, je crois, un truc comme ça. Donc tu vois ce que ça peut faire. Ah bah c'est simple, ça fait un trauma. Déjà ce que ça fait quand on est grand, alors quand on a 8 ans. Donc ça a été un de mes premiers potes, Toxic Avenger. Hein, donc. Atomic College, tout ça, c'est énorme. C'est particulier quoi. Bikini Surfer. Donc voilà, il y a effectivement essentiellement en hommage à ça de l'interaction entre les joueurs. Chaque véhicule va avoir, ou chaque pilote va avoir ses attaques spécifiques qui sont tous différents. Donc c'est pas genre t'as pas 8 voitures et les 8 ont un tir et un turbo, tu vois, c'est pas ça, ça m'intéressait pas de faire ça. Chacun se joue vraiment d'une façon différente. Du coup, t'as une rejouabilité intéressante parce que tu vas mélanger, tu vas tester des nouvelles techniques. Le fait que t'en aies 2, c'est qu'il y a peut-être des combos, enfin des choses. Il y a des combos plus ou moins intéressants, des persos qui sont intéressants à utiliser ensemble pour protéger ou pour se couvrir ou des choses comme ça. Et ouais, t'as des persos plus agressifs, d'autres qui sont plus défensifs, t'as des véhicules qui volent, t'as plein de trucs comme ça quoi. Est-ce que tu disais que t'avais des plateaux différents aussi qu'on passait de plateau en plateau. Est-ce que les véhicules peuvent avoir des particularités ou des bonus suivant les plateaux où ils évoluent? Ouais, carrément. T'as des plateaux par exemple où il y a des dangers au sol, donc un véhicule qui vole il va être avantagé sur ce plateau par exemple. Par contre il y a des plateaux où c'est impossible de voler, donc ce véhicule là l'avantage qu'il a par rapport à d'autres il l'a plus. T'as des plateaux où t'as le sol qui est endommagé, et t'as des véhicules qui sont tout terrain, donc eux ils sont pas ralentis par exemple par ce sol là. En fait voilà, sur chaque plateau il va y avoir quelque chose qui va avantager certains véhicules. Comment on se déplace? Comment on se déplace? Chaque véhicule a une capacité de déplacement. Et tu lances pas de dés, j'avais surtout pas envie de ça. Ouais. Quelle horreur de lancer un dé pour déplacer un véhicule dans un jeu, quoi. Enfin, surtout une course.
Enfin, tu joues avec un pote qui a pas de bol. C'est un peu la solution facile et d'antan, quoi. Ça. Non, mais c'est ça, mais genre, quand Facile, on joue à deux, toi je sais tu pas, fais mais- des 6, moi je fais des 1 tout le temps, et je te regarde en disant ton jeu il est nul, rentre Ça chez manque toi. d'intérêt. Moi, je sais que j'ai une chance indécente au dé, par exemple. Je fais pas exprès, tu vois. Mais j'ai des potes, c'est l'inverse. Si on avait joué ensemble, en 4 tours, je suis au bout et lui, il a avancé de 4 cases, quoi. Ah, c'est ça. Donc, non, là, les véhicules ont une capacité de déplacement. Et tu te déplaces, par exemple, tu vois, là, j'en ai un, il peut se déplacer de 5 cases. Bah, à ton tour, tu peux te déplacer jusqu'à 5 cases. T'es pas obligé de faire tes 5 cases. S'il y a quelque chose qui t'intéresse sur le chemin avant ou que tu veux t'arrêter, tu peux. Ouais. Mais tu Voilà. peux aller. Mais tu peux aller jusqu'à 5 cases. T'as des turbos qui te permettent de, par contre, là oui, lancer un dé pour ajouter la valeur du dé à ton déplacement. T'as des cartes qui te donnent directement plus 2 en déplacement. Enfin, t'as différentes façons comme ça. Mais c'est en nombre de cases en fait, tu vas te déplacer. Mais c'est en nombre de cases. Ouais, t'as des cases qui sont reliées entre elles. Avec une sorte de grille en fait, Ouais. qui change d'ailleurs un peu selon les plateaux. Tous les plateaux n'ont pas exactement la même grille ou la même configuration, et tu te déplaces en fait de cases reliées en cases reliées. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que là pour l'instant je crois qu'il y a des personnages d'un côté et des plateaux de l'autre, est-ce qu'on pourra imaginer peut-être par la suite ou dans les extensions un plateau qui a un lien direct avec un véhicule? Bien sûr, c'est tout à fait faisable. Ou c'était quelque chose que tu t'étais interdit en disant non, c'est des décors de films et des personnages qui n'ont rien à voir À un moment, tu es plus ou moins obligé de tomber dedans parce que, enfin là, je vais pas révéler ce qui est prévu dans les stretch goals. Non. Mais mais il y a un peu. Non, je vais pas révéler ce qui est prévu dans les stretch goals, mais je vais te dire un truc sans trop en dire. Il y a par exemple un véhicule en stretch goal qui est prévu si on arrive à le débloquer et un plateau qui est prévu qui sont liés. Ça n'avantage pas nécessairement le pilote de ce véhicule dans ce plateau, mais ils font partie du même univers. Eh oui, d'accord. Parce que au niveau gameplay, c'était évident d'avoir ce véhicule dans les véhicules, et c'était évident d'avoir ce plateau, cet univers dans un jeu de course comme ça. Tu vois, donc j'allais pas non plus me l'interdire. Mais si tu veux parler d'extension, pour moi, on n'en est pas là encore aujourd'hui. Non, On mais veut voilà, déjà- extension ou stretch goal. Là, Mais pour c'est le voilà, cas mais c'est tout à fait faisable et envisageable. Moi, j'ai une dernière question, s'il vous plaît. C'est à l'origine, la toute première idée, est-ce que tu es parti du thème de ton inspiration d'Hanna Barbera, en gros, hein, truc très cartoon, ou est-ce que tu avais trouvé la mécanique et que le thème est venu après? Qu'est-ce qui était premier? C'est assez compliqué parce que c'est un peu la poule et l'œuf, quoi, tu vois. Je peux pas vraiment te dire parce que d'un côté, C'était un peu imbriqué l'un dans l'autre. Petit, déjà, j'étais fan d'un jeu de société qui s'appelait Le Survivant, qui est un genre de Mad Max avec justement des plateaux où, enfin, tu vas toujours tout droit, mais tu as 3 plateaux et donc tu roules sur 2 plateaux et quand tu arrives au bout du deuxième, tu bascules le premier devant et tous ceux qui étaient encore à l'arrière, ils sont éliminés. Voilà. Je crois que ça fait 10 minutes qu'Alex nous en a pas parlé cette saison. Et j'avais envie justement de j'avais envie d'imaginer un jeu qui partirait un peu de cette idée de plateau comme ça, mais de pouvoir construire vraiment un plateau modulable avec plein d'éléments, donc pas juste ça, tu vois, une version évolutive. Et je me suis dit, si je faisais de la course de voiture, dans quel univers j'aimerais le faire? Bah, je me suis dit les fous du volant, clairement. Donc si tu veux, c'est un peu les deux qui sont arrivés en même temps. Je sais pas, Hémisphère gauche qui a pensé mécanique. Non, mais c'est ça. C'est le thème quand C'est même. l'un qui a nourri l'autre, qui permettait de renourrir l'un et d'avancer. Ouais, c'est le thème de la. Je pense que c'est peut-être le thème de la course, mais tu avais besoin de certaines sensations de jeu. Voilà, j'avais fait une course de Formule 1, Formule D. Voilà, je voulais pas un truc dès le départ. Simulationniste, etc. Je voulais de la baston entre les joueurs et du truc rigolo où on se fait des crasses. Et effectivement, c'est ce qui m'a permis après, quand j'ai renoncé au fou du volant, pour partir sur un truc complètement imaginé et complètement référencé. Parodique. Et parodique. C'est ce qui fait que j'ai gardé au moins cette idée déjà de on se fout sur la tronche, etc. Je voulais pas juste qu'on fasse la course. Il fallait que les personnages ou les véhicules aient des choses qu'ils avaient en plus à l'époque. C'est-à-dire que chaque véhicule qui va être inspiré d'un véhicule de film ou d'une série, y a aucun par exemple, il y a une voiture qui voyage dans le temps avec un professeur un peu fou qui la conduit. Je lui ai pas mis de mitraillette. Tu vois, elle attaque pas ce véhicule-là, il attaque pas. Par contre, les deux pouvoirs qu'il a, c'est il en a un qui lui permet de voir le futur avec un twist de gameplay un peu sympa, et un qui lui permet de revenir dans le passé. En fait, chaque véhicule, quand tu connais la référence, tu vas te rendre compte qu'il y a une recherche derrière pour que ça colle au personnage. Que ça colle, que si tu prends ce véhicule-là parce que tu as la référence, tu vas retrouver les sensations que tu avais quand tu regardais la série, le film. Exactement. Ouais, tu as pensé à une petite mécanique spécifique à chaque univers. Quoi. C'est ça, ou en tout cas avec un univers un peu étendu, puisqu'il y a le mec qui conduit Kitty 2001, qui était une voiture
voilà, à l'époque. Qui pouvait causer un peu. Qui pouvait causer un petit peu, voilà. Bon, bah, ce mec-là, dans la série, il était parfaitement sobre, mais l'acteur, on sait qu'il est connu pour avoir des problèmes avec l'alcool. David Hasselhoff. Donc le personnage dans le jeu est un personnage en fait qui a son véhicule a les meilleures attaques du jeu, sauf que le mec comme il conduit bourré, il sait jamais ce qu'il active. Donc lui, pour utiliser son pouvoir, à chaque fois tu lances un dé et tu utilises le pouvoir qui est en résultat par rapport à ton dé. Pardon. Et ça, les gens, ça c'est un des persos préférés au final des gens. C'était vraiment, moi c'était un coup de poker de l'essayer, de me dire je fais un truc complètement différent pour ce perso et de dévier un peu de ce qu'il est dans la série, mais ça marche vachement bien. Les gens en forme, c'est drôle sans savoir. Le coup d'humour du coup dure à chaque fois que tu vas jouer en fait. Ce coup-là, ce petit côté humour finalement d'adapter cette mécanique à la réalité. Et ben à chaque fois que tu vas jouer, tu vas l'utiliser. Oui, parce que des fois t'as du bol et puis des fois ça te sert absolument à rien ce que t'as fait comme lancer de dés quoi. Et dans ces cas-là, tu joues pas forcément pour gagner en disant bah attends, je sais que c'est lui et lui la combinaison qui gagne, mais tu joues pour te marrer. Je veux dire c'est même s'il y a une compétition, tu dis allez, je vais prendre lui parce qu'il me fait trop rire, même si je sais que ça va être un boulet que je vais traîner en fond de partie quoi. Mais au moins à chaque fois je me marre. C'est ça, ouais. Moi j'ai vu personne de tous les gens qui ont joué vraiment faire la tronche en y jouant, ce qui veut pas dire que le jeu, je suis pas en train de dire que c'est si en fait si il est génial mon jeu, il faut le backer en même temps, je veux dire il est parfait. D'ailleurs, il vous faut un jeu dans votre ludothèque, c'est celui-là. D'ailleurs c'est normal parce que tu l'as dit, donc t'as rencontré Mangrove qui l'a dit ok on va le signer. Du coup, suite à ça, vous décidez de faire un Kickstarter. Kickstarter qui a commencé il y a quelques jours là. Il y a une semaine demain. Il y a une semaine aujourd'hui. Ouais. Le 2. Il y a une semaine demain. Retour vers le passé du futur. Ouais, non, il y a une semaine demain en fait. Et le jeu est déjà financé. Oui. Donc c'est que quand même, ouais, il plaît. En 5 jours, on a atteint les 35 000 € de financement, donc on était assez contents. Parce que les gens attendent le plateau qui va avec le véhicule. En tout cas, je sais qu'on a eu beaucoup de gens qui nous disaient, les gens ils veulent savoir ce qu'il y a de prévu dans les stretch goals, tu vois, quels sont les prochains véhicules, quels sont. Là déjà ils ont été révélés un peu plus que les silhouettes, donc c'est. Ouais, on trouvait que c'était un peu sympa. C'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient cette voiture de qui c'est qu'on appelle quoi, tu vois, le Ghoul Hunter chez nous. Il y a beaucoup de gens qui espéraient qu'il soit dans le jeu. On s'est dit il y est, c'est le prochain stretch goal, on va le montrer quoi. Enfin autant. Ouais. Puis ça donne envie aussi, ça donne envie aussi. Enfin, l'intérêt, c'est de montrer aux gens ce qui va arriver, les rassurer aussi, les rassurer sur. En disant, il y a d'autres choses, on y a pensé, c'est déjà. Voilà, vous avez pensé à beaucoup de stretch goals déjà en avance ou Tout est déjà prévu parce qu'en fait. 4 milliards. Non, mais le truc, c'est que, tu vois, Julien, il avait pas envie de faire un truc. Irréaliste ou qui soit pas viable financièrement, je pense. Donc c'est pour ça qu'il a pensé à tout en matière de coûts de production. Julien, c'est le patron de Mangrove. Julien, c'est il a pensé aux choses. Donc on a effectivement beaucoup de choses qui arrivent. Je peux pas vous dire combien non plus, parce que ça va dépendre aussi de. Puis c'est le plaisir de la découverte. Pour moi, un Kickstarter, c'est un peu comme un calendrier de l'Avent. Si je vous dis tout de suite ce qu'il y a dans les 24 chocolats. C'est dommage quoi. Bah non, on perd l'intérêt. Autant tout ouvrir, tout manger, puis c'est fini. Voilà, donc découvrez-le tranquillement. Mais effectivement, c'est pas une boîte de chocolat. Effectivement, il y en a plusieurs qui sont. Il y a plusieurs choses qui sont prévues. Ouais, pas mal de véhicules, pas mal de plateaux, et puis plein d'autres petites choses qui viennent apporter des petits plus sympas. Des petits plus de gameplay. Au niveau du gameplay. Ouais. Combien de temps encore pour le Kickstarter il reste? On finit le 25 ou le 26, si je ne dis pas de bêtises. 3 petites semaines. Il reste un petit peu moins de 3 semaines. Oui, donc maintenant qu'il est financé, effectivement, tous les apports vont servir à avoir des stretch goals de débloquer. C'est ça. Donc on peut imaginer qu'en 3 semaines, on arrive à en débloquer quelques-uns, quoi. En tout cas, c'est mal qu'on souhaite. Ce serait chouette, ouais, parce que nous derrière, on a bossé pas mal dessus, quoi. Il y a eu la dernière année notamment là. 2018, on a bossé presque, à partir du moment où je savais qu'on était signé et qu'on avançait là-dessus, on a bossé presque tous les jours dessus, quoi. Que ce soit les illustrateurs à peaufiner des trucs, à rajouter des petits détails, ou moi surtout à travailler l'équilibrage et puis les différents personnages. Et puis après, il a fallu qu'on décide, parce que moi j'avais créé dans ma version prototype, il y avait plus que 8 véhicules. Tous ceux qui vont être présentés en stretch goal, ils sont testés, retestés depuis des mois déjà. Oui, c'est pas des lubies, c'est des choses que tu sais qui vont fonctionner. Voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que quand des gens là nous disent beaucoup dans les commentaires, j'aimerais que vous mettiez un tel ou un tel, on répond pas pour pas gâcher. Mais il y a certains véhicules, on peut pas, c'est trop tard pour en ajouter un maintenant pour cette campagne et que le véhicule soit aussi équilibré que les autres. Moi, je veux pas prendre le risque, j'ai pas envie
que pour faire plaisir à quelques personnes maintenant, je dis ok les gars, allez, je l'ajoute ce véhicule pour me rendre compte dans un an, quand le jeu ça fera 6 mois qu'il sera chez les gens, que ce véhicule là il est pété ou que Ouais, ou que ça marche pas, ou que. je vais pas sacrifier la qualité globale du jeu pour juste 1 ou 2 véhicules. Par contre, effectivement, si ça marche, dans 6 mois, 1 an, on peut envisager des véhicules en plus, pourquoi pas. Mais ça, on est loin de ça. Pour Non, le moment, bien nous, sûr. on est concentré sur la... Bien sûr, mais déjà, 8 véhicules, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, puis maintenant, on est à 10, quasiment. On est à 9, puisqu'il y a le Finishator, qui est le personnage exclusif. Et on doit être, là, à l'heure où on parle, on doit être à peut-être 1500 € de dés d'en débloquer un. À l'issue du Kickstarter, est-ce qu'il sera disponible en boutique ? Oui. Oui. Oui, en même temps que l'arrivée du jeu chez les gens qui l'auront backé, il arrivera en boutique. Et il est prévu pour quand, après la fin du stretch goal ? Tu veux dire l'arrivée chez les gens ? La fin de la campagne. La fin de la campagne. À l'heure actuelle, il est prévu pour juin 2019. Donc idéalement, il arriverait pour Paris Ludique à peu près, quoi. Ça serait cool, tu vois. Ça serait sympa. Ça permettrait de l'emmener là-bas. Voilà, juin 2019, logiquement. Après, on sait comment ça peut se passer. Des fois, sur des campagnes, ça peut avoir un peu de retard, mais il a été calculé, en tout cas, par rapport à la matière qu'il y a à produire pour ce jeu, pour qu'il puisse sortir en juin 2019. Eh ben, on espère en tout cas que maintenant qu'on sait qu'il va sortir, qu'il pourra sortir avec un maximum de matériel, on fait comme ça dans l'émission des pauses et des retours réguliers vers l'invité pour pouvoir passer nos chroniques aussi. Et je sais que notamment ce soir, Damien, il a une chronique parce qu'il a encore récupéré pas mal de courriers des auditeurs. Oui, les auditeurs nous écrivent et cette semaine, les amis, nous recevons justement Philippe Viscaro, Phil dans le monde du jeu, donc comme on l'a dit, Philou pour les intimes, mon grand sauvage à la fraise dans un cercle très très réduit de personnes dont nous ne faisons malheureusement pas partie. Ceci étant, libre à vous de nous en parler à la fin de ce courrier des auditeurs. Courrier qui cette semaine dit à peu près ceci. Alors je commence par une lettre très remontée de Sophie de Toulouse en Seine-et-Marne qui s'insurge. Quelle originalité, n'en rajoutez plus, on frise l'overdose de jeux de mots. Ils sont nuls vos pseudos. Hollywood Death Race créé par Monsieur Viscaro, illustré par Monsieur Visqueno, et après quoi les véhicules ont été modélisés par Monsieur Viscaché, les cartes de jeu ont été premiers chez Monsieur Vistaprint, et on peut trouver le jeu en boutique chez Monsieur Visa, Mastercard, chèque ou espèce comme vous voulez. Je me souviens d'une époque pas si lointaine où les auteurs de jeux avaient encore de l'humour, il me semble, mais ça c'était avant. Alors Sophie, je vais mettre le haut là tout de suite, calmez-vous et pensez à leur enfance difficile, car malheureusement, eh bien pour eux, ce ne sont pas leurs pseudos, ce sont leurs vrais noms. Et d'ailleurs, sur ce sujet, les auditeurs qui n'en sont pas à une mesquinerie près s'en sont donnés à cœur joie comme d'habitude, un petit florilège de ce qu'on a reçu dans la boîte aux lettres de l'émission. Donc ce soir, vous faites une interview sur une radio bretonne et votre modéliste 3D s'appelle Dominique Breton. Si demain vous êtes invité sur France 3 Normandie, vous allez engager Gérard Lenormand. Enfin voilà, que des blagues comme ça. Quoi d'autre ? Tiens, maintenant que le jeu est terminé, c'est à l'éditeur de se bouger. Il va, et s'il veut vendre des boîtes, il va devoir charbonnier. Enfin, non. On dirait que les premières pulls de la saison n'ont pas refroidi vos ardeurs, chers auditeurs. Du même, tiens, voilà, dites-moi, Franck Barr, votre illustrateur, il est payé des droits pour caricaturer tous ces personnages, je veux dire, il a pas peur qu'on lui fasse un procès pour plagiat, et il a pas peur d'être appelé à la barre. Voilà. Comme quoi, on a que les auditeurs qu'on mérite, ça je le répète chaque semaine. Bon, on se dit que c'est dommage d'avoir eu un été aussi chaud et qu'il y ait eu seulement 1500 morts quand on lit ce genre de choses. Bref, oublions tout ça, j'ai ici un magnifique ornithoptère pour... Ah non, ça c'est, excusez-moi, c'est parce que c'est un réflexe conditionné quand je dis oublions tout ça, j'enchaîne directement sur le Dune version Amiga, c'est les dialogues du jeu. Bref, oublions tout ça et passons à la suite. Alors, j'ai un courriel de Pierrot de Honfleur en Ardèche qui nous dit... Bonjour, je suis le Quick Starter depuis le début. Comme le jeu semble bien parti pour être financé, petit détail, son mail date de vendredi, à l'époque on frôlait les 90%. Je pense que pour les 3 semaines encore restantes, on va partir à la découverte des différents stretch goals. Perso, je vois bien un personnage inspiré. Ah oui, perso, je vois bien un perso, dis donc. Inspiré. Non, parce que à l'écrire, ça ne voit pas, mais à l'oral, je me rends compte qu'il y a perso, je vois bien un personnage donc inspiré du rôle de Paul Walker dans Fast and Furious. Une voiture qui serait plus rapide que tous les autres, mais qui doit obligatoirement finir la course en moins de 6 coups parce qu'à partir du numéro 7 on est obligé de le remplacer par des sosies et comme on joue déjà des sosies, ça fait des sosies de sosies et à la fin on aura l'impression de jouer avec de la contrefaçon chinoise d'un jeu acheté chez un destocker. Alors Pierrot, oui, je comprends le concept et votre envie de personnages supplémentaires, mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin Le cinéma regorge d'acteurs morts au volant de leur voiture, James Dean, Grace Kelly, Desmond Llewellyn qui faisait Q dans la série James Bond, on a aussi James Manfield, Françoise d'Orléac ou Ryan Dune de Jackass.
Mon préféré, hein, comme dans Hollywood Death Race, on incarne des sosies, eh bien moi je verrais bien Jocelyn Quivrin, hein, il était originaire de Dijon après tout, et qu'est-ce qu'on trouve comme grande ville à peine 250 km de Dijon et Strasbourg, et c'est bien connu, la réputation des sosies de Strasbourg n'est plus à faire. Voilà. Quoi d'autre? Oui, dans ces cas-là, j'enchaîne assez vite. Linda, psychanalyste à la Ciotat près de Poitiers dans la Meuse, vous demande si consciemment ou non vous cherchez à confesser que vous étiez un tyran avec le reste de l'équipe qui a bossé sur Hollywood Death Race. Parce que il y a qu'à voir selon elle la liste des films, de vos films préférés des années 80, hein, c'est écrit sur la page Quickstarter. Alors Breakfast Club, 5 personnes que tout oppose qui se retrouvent à devoir travailler ensemble de force pour les punir de leurs conneries. Hein. Enemy, donc c'est Denis Quaid et un lézard qui finissent par travailler ensemble parce que sinon ils risquent de se prendre des météorites dans la gueule. Invasion Los Angeles, où là eh bien, on est limite asservi par une race supérieure qui nous manipule de manière secrète. Bon, il y a quand même un bon point pour ce dernier film, c'est que les scènes de bagarre ont permis de ressortir les bruitages de Bud Spencer et Terence Hill qui traînaient dans les placards depuis longtemps. Alors écoutez, Linda, je crois que je me demande où vous allez chercher toutes ces inepties. Vous êtes tous pareils, de toute façon les psys, on dit un truc et tac, ça se retourne contre nous. Où voyez-vous dans l'équipe la moindre trace d'ambiance délétère, de suspicion, d'oppression? Regardez par exemple la liste des films préférés des autres membres et après on reparle de vos doutes. Alors, Antonio, l'illustrateur, la trilogie Retour vers le futur, l'histoire d'un mec qui doit réparer les bêtises des autres, remettre tout dans l'ordre et si possible pour hier. Et ça, est-ce que ça ressemble à un travail d'illustrateur sous pression, je vous le demande. Bon, c'était peut-être un mauvais exemple, mais passons à Franck, l'autre illustrateur. Qui veut la peau de Roger Rabbit, Est-ce que les personnages animés ne sont pas les héros du film? Oui, jusqu'à ce qu'il passe à la trompette, d'accord. Mais attendez, il n'y a pas que ce film, il parle aussi de Brésil. Alors expliquez-moi où vous voyez un message caché sur les conditions de travail quand Franck cite Brésil quand même. Est-ce qu'on n'est pas heureux de vivre dans ce monde? Dominique qui fait la 3D, lui il dit Blade Runner et Julien, l'éditeur Scanner de Cronenberg. Voilà, on sent vraiment la joie de vivre. Bon, mis bout à bout, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais Linda, je vais tenter de vous convaincre et de vous rassurer en vous disant ceci. Primo, personne n'a cité 1984 avec John Hurt, donc ça déjà c'est un bon point. Secondo, on disait film préféré des années 80, alors que bon, quand on dit Retour vers le futur 3, il est sorti en 90, donc ça fait quand même un film de moins. Et tertio, eh bien, si tout ceci n'était peut-être qu'un mauvais procès qu'on fait à mon client, regardez ses autres productions ludiques. Shut Up and Die, où il faut détruire l'autre. Farm Wars, où il faut détruire la ferme de l'autre. Kaiju King, où il faut détruire la ville de l'autre. Danny, où on se retrouve dans la tête d'un schizophrène pour détruire la personnalité de l'autre. Mais vous êtes un grand malade en fait, ça va pas. Et faire souffrir les gens comme ça, moi, je continue pas à secourir des auditeurs. Vous savez, moi je vous dis, les gars, sans moi, j'arrête. Tu peux envoyer la musique, Alex, et puis passer ton coup de fil à Yellow. Moi, arrête là tout de suite, je veux pas propager ce genre de choses. Merci beaucoup Damien, effectivement tu l'as dit, 1500 morts avec la canicule et toi t'as pas eu trop chaud. Des Ludes et des Plumes, on est toujours ensemble en direct jusqu'à 22h. Alors vous le savez, à ce moment de l'émission, c'est le moment du coup de fil. Et ce soir on a passé un coup de fil à Kevin. Alors Kevin, vous l'avez sûrement croisé au détour d'un salon, au détour d'un festival où il était venu présenter des jeux pour un éditeur de couleur jaune, pour Yellow. Mais depuis, il a quitté l'équipe pour créer sa propre boîte, pour créer Ludandi. Ça va Kevin? Ça va très bien. En forme? Toujours. En plus avec SM qui arrive, pas mal de choses sur le feu, mais c'est une période toujours sympa. Bah oui, je me doute, ouais, tu dois être en plein préparatif. Alors, tu t'en doutes, nous on a décidé de te passer un petit coup de fil ce soir, histoire d'en savoir un petit peu plus sur justement sur Ludandi, sur ton entité. Qu'est-ce que ça représente exactement comme société? Alors en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau dans le milieu du jeu. C'est tout simplement une agence de com spécialisée dans le jeu. Voilà. Donc, une agence de com. Ouais. Donc l'idée c'est de proposer à tous les acteurs du milieu du jeu, que ce soit des éditeurs, des distributeurs, des boutiques, des festivals, de les accompagner, alors soit de manière ponctuelle, soit de manière plus récurrente, sur tous leurs besoins de communication. D'accord, sur tout support confondu, Ouais. Alors rapidement, enfin pour moi la communication c'est vrai, il y a vraiment 5 piliers très très forts. Alors forcément, de par on va dire ma carrière avant, il y a l'événementiel évidemment, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle les relations presse, un peu faire connaître les jeux à la presse pour essayer d'avoir des retours, des articles, des choses comme ça. Après il y a tout ce qui est la communication numérique avec la gestion des réseaux sociaux, mais aussi
sites internet et aussi le suivi de ce qui se dit sur Trick Track, BGG, Ludovox, enfin voilà tous les sites qu'on connaît. Après, ça peut aussi être de l'accompagnement, voilà, sur de l'impression, sur faire des affiches, des choses comme ça, etc. Et après, le dernier volet, alors qui est peut-être le moins connu du grand public, mais qui souvent est le plus essentiel, c'est ce qu'on appelle la communication B2B, donc business to business. Et c'est principalement là dans ce cas-là pour les éditeurs, pour faire connaître les jeux auprès des boutiques via l'organisation de journées pro, de la présentation de produits en boutique, etc. D'accord. Et comment t'es venue l'idée en fait de monter cette boîte de com en fait? Est-ce que quand tu faisais partie du monde du jeu, est-ce que ça c'est venu d'un constat ou est-ce que c'était une envie déjà sous-jacente? Alors je pense que c'est venu d'un constat parce que je connais aussi un peu le milieu de la littérature et de l'édition de livres. Et en fait, dans l'édition de livres, ça fait déjà quelques années qu'il y a une dichotomie forte entre le distributeur, donc la personne qui s'occupe tout simplement d'envoyer les livres dans les librairies, et le diffuseur. Le diffuseur, c'est une autre entité, donc souvent les deux sont séparés. Après, il y a des distributeurs il y a des entités qui font les deux, mais souvent il y a une séparation, et le diffuseur, lui, son rôle, ça va être de faire en sorte que et le client final, donc le public, le lecteur, découvre les produits, mais aussi que les librairies finalement commandent les ouvrages. Donc moi j'ai senti qu'il y avait une nécessité aussi dans le milieu du jeu par rapport à ça. Et après, de manière plus personnelle, c'était aussi motivé par mon envie de quitter Guillot, même si c'était, alors pour être tout à fait clair et transparent, c'était plus lié, on va dire, à un contexte familial. J'avais plus besoin de quitter le rôle de chargé des événements. Parce que forcément, partir 25 week-ends dans l'année en festival, en déplacement, on est loin de ses proches et de sa famille. Et vu que j'ai une petite fille de 2 ans, alors pour l'instant ça matchait plutôt pas mal parce que le temps que je passais pas avec elle le week-end, je pouvais passer du temps avec elle la semaine. Mais je savais très très bien que sur le moyen terme et le long terme, à partir du moment où elle serait rentrée à l'école et tout ça, ça aurait été du temps perdu, ça aurait été plus difficile à gérer pour moi, ainsi de suite. Et voilà, globalement, j'avais envie de passer plus de temps avec ma famille et que j'avais envie de rester dans le milieu du jeu. Alors la première idée, c'était d'ouvrir un café-jeu sur Strasbourg, mais tenir un café-jeu pour passer du temps avec ses proches, c'est peut-être pas la meilleure option non plus. On m'avait posé la question, est-ce que tu as envie de te lancer dans l'édition de jeux? C'est pas trop, c'est pas mes compétences en fait. Déjà, je pense qu'il y a suffisamment d'éditeurs sur le marché, j'aurais pas apporté quelque chose de nouveau et je suis pas bon pour faire du sourcing. Moi, quand je teste un proto en festival, j'ai toujours l'impression que c'est le meilleur jeu du monde et que je suis très très bon public, donc j'aurais pas eu le recul nécessaire pour faire ce boulot-là correctement. Et en fait, je suis parti aussi de l'idée de dire, il y a des éditeurs, leur boulot, voilà, c'est de sourcer des jeux, de les développer et d'en faire des bons produits. Par contre, ils sont peut-être moins bons sur la communication. Et justement, moi, c'est mon point fort. Donc, autant créer quelque chose qui va dans cette direction-là et pour créer des synergies en disant aux éditeurs, vous, votre métier, c'est de faire des bons jeux, des excellents jeux. Moi, ma vraie capacité, ma vraie force, c'est de bien communiquer sur ces jeux-là. Donc, autant qu'on travaille ensemble. Et après, c'est vrai que j'en ai parlé assez rapidement à pas mal d'acteurs du milieu. Et c'est vrai que, tout le monde m'a dit, oui, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Hésite pas à te lancer, parce que si c'est pas toi qui te lance, peut-être que dans 6 mois, 1 an, ça sera quelqu'un d'autre qui le fera. Et c'est il y a souvent une prime à être le premier. Et depuis que je me suis lancé, ça se confirme, et même de manière plus globale, ce qu'on appelle les métiers de la para-édition, c'est un terme qui a été utilisé par Mathieu de Ludovox quand il avait interviewé sur Paris et Ludique. Il avait utilisé le même terme aussi quand il avait interviewé Kaedema. Donc que ce soit l'UND, que ce soit Kaedema ou d'autres personnes qui commencent à proposer ce genre de service d'externalisation aux éditeurs et aux acteurs du jeu. C'est vraiment quelque chose qui se développe, et donc j'avais vraiment l'impression que c'était dans l'air du temps, quoi. Qu'il y avait quelque chose à faire à partir de là. Est-ce que tu penses que
que ça t'apporte le fait de venir du monde du jeu, en fait, d'avoir travaillé chez Yellow et d'arriver après? Ça veut dire que tu as déjà fait tout un réseau de contacts. Ça t'apporte forcément plus que si quelqu'un lambda s'était lancé dans le business, non? Clairement, et moi de toute manière, c'est le point de départ de mon projet. Donc, alors, même si pour l'instant je suis officiellement le seul employé de Libendi, mais je collabore avec beaucoup d'auto-entrepreneurs, d'indépendants qui travaillent avec moi. L'idée de départ, c'était de dire à tous les postes, je veux que des passionnés de jeu, que des gens qui aiment le jeu et qui savent de quoi ils parlent. Alors évidemment, quelqu'un qui va faire la communication pour une entreprise de BTP, il n'a pas de formation de maçon. Et son boulot de communicant, ça va être dans un premier temps de se renseigner sur le produit, de voir comment on peut communiquer, quels sont les avantages de la marque qui défend par rapport à la concurrence, et ainsi de suite. Mais moi je pense qu'il y a une vraie force finalement à être déjà finalement dans le sérail, à sentir les produits, et en fait par rapport aux clients, je suis beaucoup plus efficace aussi par rapport à ça. Et donc oui, c'est un vrai atout. Et demain, quelqu'un m'appelle en disant Kevin, il faut qu'on fasse de la communication sur un gros jeu de gestion vendu. Je vais avoir les codes, je vais avoir les références. J'ai joué à True Ages avant, j'ai joué à plein de jeux, donc je vois quel type de jeu ça va être, quel public on peut viser, comment communiquer, et ainsi de suite. Et donc c'est un gain de temps énorme par rapport à des agences de com, on va dire, plus standards, mais qui n'ont pas la spécificité sur le produit. Et aujourd'hui, il y a certains éditeurs, comme Asmodee par exemple, qui collaborent avec des agences de communication, mais qui n'ont pas cette spécificité sur le jeu de société. Alors ça a d'autres avantages, parce qu'il y a peut-être un regard un peu différent de non-spécialistes pour s'adresser plus facilement au grand public. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai essayé d'en faire ma force, et à tous les niveaux de la société, il n'y a que des passionnés de jeu, quoi. Donc, ce qui fait que en gros, tu peux répondre à tout type de demande, et au pire, si vraiment toi tu sens que tu n'es pas capable, tu sais à qui t'adresser pour pouvoir déléguer, quoi. Exactement. Alors moi, l'idée évidemment, c'est de pouvoir embaucher des gens dès que je serai en capacité de les embaucher. Là, j'ai pas encore suffisamment, on va dire, de rentrée d'argent, de volume horaire, de contrat, tout ça pour le faire. Mais évidemment, quand quelqu'un m'appelle pour faire un site internet, je suis pas web designer, je ne sais pas le faire, mais j'ai quelqu'un qui le fait pour moi et qui sous-traite pour Libendi, et moi je m'intègre dans ce projet-là plus comme chef de projet, et au niveau du pilotage, quoi. D'accord. Et alors, comme je disais, ceux qui écument les salons, les festivals ont l'habitude de te voir. Et là, cet été, notamment à Parthenay, on t'a vu co-animer pour la remise du prix du Flip. Est-ce qu'on va te revoir dans ce genre de prestations aussi? Alors, en fait, ça s'est fait totalement... ça s'était décidé l'an dernier sur le Flip déjà, avec David de Gigamic, où on est tous les deux amoureux de ce festival-là. Je pense que le Flip, au-delà de l'intérêt ludique du festival et tout ça, je trouve que la région de Parthenay, c'est une région qui est attachante. Les gens qui s'y trouvent sont des gens attachants. Il y a une sorte de douce folie qui émane de ce festival-là, et que demain, Étienne, l'organisateur du festival, m'appelle pour me demander un service. Je serai le premier à courir pour lui filer un coup de main. Donc c'était déjà quelque chose qui était dans les clous avant que je quitte Yellow. Et si j'étais encore resté chez Yellow, j'aurais présenté comme Kevin de Yellow et pas forcément Kevin de Libendi. Après, vu que la remise du prix s'est bien passée, on n'en a pas encore eu l'occasion d'en rediscuter avec les organisateurs du Flip, mais on est prêts, je pense, David et moi, à remettre le couvert l'an prochain, quoi. Nous, en tout cas, on espère avoir la chance de vous revoir sur scène notamment, ou sur un salon, parce que c'est vrai que ça changeait un peu l'ambiance et ça donnait quelque chose de positif. Tu nous as dit que tu étais en train de préparer Essen, sûrement parce que tu dois avoir des contacts ou des choses comme ça. Donc nous, on espère vraiment que Ludandi va réussir à se faire sa place et à faire son beurre, on va dire, dans le marché de la communication, parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire pour essayer de faire découvrir au plus grand nombre le jeu de société. On te souhaite un très très bon courage et un très très bon parcours, Kevin. Et puis, comme d'habitude, si on se croise au détour d'un salon, d'un festival, rien ne nous empêche de nous arrêter et de boire une bière et d'oublier un petit peu les étiquettes.
Exactement, et de toute manière, tous les gens qui me croiseront, alors maintenant j'aurai des beaux polos bleus Lou Bendy avec mon joli logo dessus, que ce soit sur Essen, Cannes ou les autres festivals où je suis présent. Voilà, même des gens qui sont juste passionnés de jeux et qui ont envie de tailler le bout de gras, enfin voilà, n'hésitez pas à m'arrêter, on peut discuter, échanger, et de toute manière je sais que c'est aussi ça qui fait la richesse du milieu du jeu, c'est l'accessibilité finalement de tous les acteurs, et finalement parce que moi je suis rentré dans le milieu du jeu, c'est qu'à un moment j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont conseillé, qui m'ont aiguillé, donc voilà, aujourd'hui si les gens m'arrêtent en me disant tiens on se souvient de toi parce qu'on t'a vu dans la vidéo du vendredi, comment ça va, quoi de neuf, où t'en es, ben ça sera avec plaisir. Eh ben parfait, en tout cas le message est passé. Merci à toi Kevin d'avoir bien voulu répondre aux questions par téléphone. Et puis je te dis à très vite, normalement à Essen. Ça marche, avec grand plaisir. Bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée à vous. Les mecs là, vous frimez pas trop là, aller à Essen un peu, non? Bah non, nous quand on a la chance de faire ce genre de choses, on le dit sur les ondes. Vantard. C'est ça, on choisit toujours on s'en fiche, les on plus sera forts, Tex. les plus beaux. Ouais, carrément. Nous, on sera Tex. Hein. Ouais, bah ça on va en parler dans 15 jours justement de Tex. Peut-être même qui est Noyal aussi Pontivy. un bon festoche. Ah, Tiens, ça, t'as c'est bien super. fait de l'ouvrir Talmo, parce que depuis tout à l'heure t'es dans ton coin, tu fais pas trop de bruit. Si. Ben là tu vas en faire un petit peu plus parce que justement je pense que ça va être le moment de ta chronique. Le reste de vos chroniques dans des luttes, c'est juste après une petite page de pub. Et tu pars où en voyage cet été? Bof, tu sais, moi les voyages organisés, les croisières plan-plan, j'en ai un peu ma claque. Je veux de l'imprévu quoi. Bah sur TripAdvisor. Sur TripAdvisor, je coche séjour inattendu et hop, voilà. 3 semaines en Méditerranée au départ de Tripoli sur l'Aquarius, avec escale facultative descente interdite à La Valette, Lampedusa, Chypre, Espagne, La Valette, Chypre, Espagne, La Valette, Lampedusa, La Valette, Espagne, La Valette, Lampedusa, Espagne, La Valette, Chypre, Espagne, La Valette, Lampedusa. TripAdvisor. 2 avis valent mieux qu'un, mais parfois, un 3e, c'est pas de trop. Après la pub, place à la chronique de Talmo. Ils nous aident, ils nous font peur, et ils nous fascinent car ils sont un peu nous, mais ils seront jamais comme nous. Ce soir, je vais vous parler des robots. Il y en a un sur le t-shirt de notre invité. Et il y en a un sur le t-shirt. Ben voilà, c'est Parfait, c'est l'évolution raccord. qui arrive Ouais. jusqu'au robot et pile dans le thème. On s'est pas appelé avant en plus, je vous assure. Pour moi, je vais faire l'impasse sur Pinocchio, qui est un tout primo robot, on va dire, une créature animée, ou les premiers automates. Pour moi, le robot arrive avec Metropolis de Fritz Lang. Vous connaissez cette image tous. Ce robot doré absolument glacial et qui aujourd'hui encore d'ailleurs incarne une modernité incroyable. Il y a un autre robot, beaucoup plus jukebox dans son look, c'est Robbie le robot dans Planète Interdite, vous voyez, hein, très coloré, plein de volume, Conique de un peu. rondeur, mais quand même toujours inquiétant. Très coloré, le film est en noir et blanc, non? Non, Si, je crois que c'est une image Eh ben populaire qui reste de le voir et coloré. c'est parce mais- que j'ai pensé et j'ai dit jukebox. Alors je vois des lumières partout. Non, en non, tout mais cas, vous c'est- êtes d'accord, il est en rondeur, mais il garde quelque chose d'inquiétant ce robot. Mais tout à fait, Phil disait, et je pense aussi, je me demande s'il n'a pas été recolorisé. Ah, mais c'est pour ça, oui, parce que moi je vois le sable rouge dans ce film et quelque chose de très Oui, martien. et tu mais, vois le bébé dans c'est Rosemary loin. Baby, mais le bébé n'y est pas dans Rosemary Baby. Arrête de spoiler les films. Donc Robbie le robot est gigantesque dans la guerre des mondes également. Vous voyez ces robots Les tripodes. qui vont, ouais, les tripodes terribles là, qui vont amener plus tard les Mech Warriors, les BattleTech et autres. Mais ça, j'y reviendrai. Tombé du ciel dans Alien, ambivalent, inquiétant. Vous savez, il a la tête coupée. C'est pas un robot, c'est un cyborg. Et puis on le rebranche comme ça. Dans Star Wars, ils ont beaucoup plus d'humour. Ils sont espiègles. Le robot, il prend de plus en plus de place dans le cinéma. Et puis aujourd'hui, même dans notre vie, puisque déjà on en a tous à la maison, parfois sur nous. Et depuis 2004, ils ont leurs propres Jeux Olympiques. Vous étiez au courant, ça? Il y a les Megabots Olympiques. Enfin bref, il y a des Jeux Olympiques de robots avec une 50aine de catégories dans lesquelles ils concourent. Dans les jeux de société, je pensais les trouver énormément représentés. Eh ben, pas tant que ça, figurez-vous. Il y a quelques gentils robots par lesquels je vais vous commencer ma description. Donc, vous trouverez Robo Rally, une course de robots de Richard Garfield. Robot Master, c'est un jeu de Rainer Knizia, mais lui, je pense que tous les thèmes, il a dû les développer.
You Robot, ça il faut en parler car l'illustration c'est Olivier Fanière qui a fait notre logo qui illustre ce jeu. Twin Teen Bots de Philippe Keyart, j'en parle parce que je le connais un petit peu puis je l'embrasse, je lui passe le bonjour. Ricochet Robots qui a l'air très très sympa comme jeu également. Voilà pour les gentils robots, des jeux un petit peu enfantins, quelque chose où l'univers visuel n'est pas vraiment encore le premier. Ouais, Par contre, quand la guerre, le sanglant. Ouais, voilà, quand on va chercher dans les méchants robots, alors là, on va trouver du beau, du lourd, et à vous d'ajouter si vous en trouvez d'autres. Pour moi, ça commence en 85. Boum, tombé du ciel, Battletech, le jeu d'escarmouche avec figurines, vous voyez. C'est clair. C'est the référence. Absolument. Ils sont merveilleux. C'est une espèce de gigantesque robot, plein de lance-roquettes sur les côtés. Les règles sont imbuvables de Battletech. Ah ouais, j'ai eu non, le c'est- livret de règles entre les mains et C'est du je crois que j'ai jamais wargame, dépassé la hein, 5e c'est ça, page. ouais. C'est parce que t'es pas forcément toi dans l'escarmouche, parce que quand y es, t'aimes ce genre de choses. Mais visuellement, les robots, ils amenaient vraiment quelque chose. Battletech, enfin, Battletech et Macross également aussi à cette époque-là, qui avaient amené des vrais beaux robots. Parce que quand on les compare aujourd'hui avec Goldorak, il y en a un qui a vieilli, d'autres pas du tout, toujours d'actualité. 87, grosse révolution dans le monde du robot encore. Bah oui, c'est l'arrivée de Warhammer 40 000. Même s'il n'y a pas tout de suite des robots, parce que c'est quand même des humains qui sont dans leur armure, Ouais. ils ont quand même bien l'air de robots. Et puis de toute façon, les robots vont pas tarder. Ils arrivent juste derrière. Voilà. En 97, moi j'ai noté Warhammer Epic 40 000, où là on passe du 28 mm au 6 mm, ce qui fait que les space taille humaine, là, les space marines ont une taille tellement ridicule qu'on va pouvoir se concentrer sur des robots mais beaucoup plus grands, même des robots villes quasiment, puisqu'ils sont... alors je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu, Epic 40 000, mais c'est des robots, mais c'est rococo, c'est kitsch au possible, hein. Ils ont des looks renaissance avec des casques de chevalier, des trucs... mais vraiment, il y a l'identité de Warhammer, et je me faisais d'ailleurs cette réflexion que en 30 ans, ils n'ont pas fait beaucoup de fautes de goût, on va dire, dans cet univers-là. Ce qu'ils ont dessiné il y a 30 ans est à peu près d'actualité. Ils n'ont pas touché à grand-chose. Donc, bravo à eux. Pour changer un petit peu d'univers, beaucoup plus français, 88, souvenez-vous, Full Metal Planet. Des petits robots. Alors, c'est des petits tanks, c'est des petits véhicules, mais il y a aussi quand même une allure robotique sur les crabes là, qui récoltent le minerai. Et puis, c'était un jeu tellement beau qu'il fallait que je le place aujourd'hui. Space Crusade. Et puis, tout dernièrement, les robots sont venus à la mode, je pense, avec Sight, le jeu qui a été primé notamment pour son visuel. Hein, Ouais, c'est ça, ouais. Qui est Jakub Rosalski, si je ne m'abuse. Où là, les robots sont très typés, très steampunk, avec un mélange entre l'entre-deux-guerres de 70 et de 14-18. Hein. Avant, hein, il y a des casques à pointe, il y a des trucs Ouais, mais c'est ça, ouais, on est après la guerre de 18, je crois. Donc il y a ce côté très steampunk. On est un peu ambiance 1920, c'est ça, avec des mechas un petit peu qui se devinent au loin dans le brouillard. Une sorte de dreadboat, là, c'est comme dans les Star Wars un peu, tu sais. Et puis il y a un côté aussi très de l'Est et du froid, un truc comme ça. Mention particulière d'ailleurs pour le robot communiste qui est une sorte de frigo avec 2 faucilles dans chaque bras, une posture très improbable. Mais Sight reste quand même une référence visuelle parce que c'est un jeu splendide, quoi. Parlons également de Volt, Robot Battle Arena ou Steel Arena et de Rivet Wars, qui lui va proposer vraiment des figurines steampunk beaucoup plus kawaii. Les petits bonhommes sont rigolos, ils ont des casques à pointe, ils ont aussi cette allure... on est un peu comme dans certains mangas qu'on pouvait voir, voilà, ouais. Comme dans Memories et tout ça, où il y a 2 entités qui se font la guerre, mais sans savoir pourquoi en fait. Et là, on retrouve ces personnages, comme tu disais, assez mignons, qui sont tous montés sur des trucs un peu kawaii, pour reprendre ton terme, et puis qui vont se foutre dessus quand même. Et puis le visuel est très très léché, très très beau.
Parlons aussi d'un dernier jeu qui est King of Tokyo, parce qu'il y a 2 robots, je crois, dedans le jeu. Ils sont tellement chouettes et tellement rigolos qu'il fallait que je les mentionne ici. Il y a une espèce Cyber Kitty. Ouais, je savais que tu allais réagir. Et puis, pour terminer, sur Kickstarter, alors je suis désolé pour les auditeurs qui vont prendre l'info en retard, les pledges sont terminés, enfin on peut plus souscrire, mais il y a Arena Robot, qui est un jeu de figurines qui va sortir, et surtout, celui que je garde absolument pour la fin, le projet Horizon Down Zero, ou Zero Down, pardon. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, donc on est un chasseur et on va chasser des robots animaux de chasse, un petit peu, de taille plus que respectable. Et il y a un jeu de figurines donc, qui a été fini, qui est financé, qui va sortir en 2019, j'imagine. On en sait peu, on sait juste que c'est un jeu coopératif d'escarmouche, avec des figurines qui sont absolument splendides. Le jeu vidéo était déjà vraiment très beau lui-même, avec incroyable. Effectivement, cette chasse, toute l'exploration, et puis c'est ce côté un petit peu où les robots ont pris l'emprise sur l'homme, l'ascendant, et que et l'homme on se retrouve un peu proie qui doit chasser son nouveau prédateur robotique. Et pour conclure, je voudrais tirer mon chapeau, plutôt ma casquette, à l'artiste Banksy, qui le week-end dernier à Sotheby's a mis en vente une œuvre d'art qui s'est autodétruite pendant la vente. Télécommande, il y avait un petit, dans le fond du cadre, il y avait un petit destructeur de documents. Donc au moment où devant tout le gratin, la toile a été vendue, elle a commencé à glisser, à sortir en filament. Banksy, tout ce que tu fais, c'est absolument incroyable. Moi, je dirais pas une Banksy, faute de goût, tu déchires. Voilà, Banksy, t'es mon idole. Et pour en finir avec les robots, sur un KS aussi, je ne sais pas s'il est fini ou pas, mais sur ceux qui aiment le monde des Tiny Epic, il y a eu Tiny Epic Western, Tiny Epic Quête et tout ça, et là il y a le Tiny Epic Mecha. Donc il est fini, oui. Où on va avoir nos armures et nos petits meeples à mettre dans les armures pour aller se poutrer un petit peu sévère. Donc effectivement, le robot, tu le disais, peut être ami ou ennemi. Il est là depuis pas mal de temps et il sera là encore sûrement bien après nous, même si il y a des moments un petit peu de latence où on en trouve des fois pas beaucoup et des fois un petit peu plus. Je sais qu'il y a des robots aussi dans ton jeu, Phil, dans Hollywood Death Race, non ? Ouais, il y en a un de base qui est un robot transformable en camion. Et là, il y en avait un en Kickstarter exclusive qui est un robot qui vient du futur avec une forme humaine, une apparence humaine et qui cherche un enfant sur un vélo. Voilà. Cours. Et le vélo, il vole. Pédale plutôt. Pédale, du coup. Ouais, et là, le vélo vole, parce que c'est pas exactement le bon qu'il cherchait. Mais c'est le plaisir de pouvoir mélanger les univers. Mais c'est sympa, parce que je l'ai vu, il a essayé de faire un placement de produit tout à l'heure, Phil, auprès de Talmo. Et, il parlait de robot, j'ai glissé ma carte avec un robot, genre tiens, regarde. Oui, c'est pour ça que j'ai rebondi. Il faut. Alors, après les robots, on va passer à une ambiance un petit peu moins futuriste, un petit peu plus féodale, parce que Yann, je sais que toi, tu vas nous parler d'un jeu aussi. Ce soir, dans Deludes, on essaye d'améliorer les choses. Ouais, on dit tous Burger Quiz, c'est chouette comme émission, mais Chabat est un petit peu trop consensuel, hein, les invités un peu trop lisses, ça manque un peu de piquant quand même. Enfin, on dit tout ça et on fait jamais rien. Eh ben ce soir, Yann nous présente Burger Quiz version hot. Attends, t'es sûr qu'on parle du même jeu là ? Parce que c'est pas du tout ce que j'ai sur ma conduite, moi. Moi, j'ai Samouraï. Bah oui, c'est ça. Comme Burger Quiz, c'est ketchup ou mayo, mais en plus épicé. Ketchup, mayo, piment, c'est Samouraï. Ah oui, sauce Samouraï pour le jeu Samouraï, on en est là. Et dire que ce mec va toucher des droits d'auteur pour avoir écrit cette blague, hein ? Où va le monde, hein ? Je te demande, moi, Yann. Où va le monde ? Eh ben, je sais pas, mais j'aurais aimé y penser à celle-là, en tout cas. Merci, Damien. Samouraï, c'est un jeu qui a déjà un certain passé. Car sa première édition date de 1998, donc on peut dire 20 ans, et il a été épuisé et introuvable. Et c'est pour ça qu'en 2017, il fut réédité par Edge, dans une nouvelle mouture, encore plus belle, beaucoup mieux réussie que la première version. Et donc il est sorti donc il y a à peu près une petite année. C'est un jeu du célèbre, du prolifique et du docteur en mathématiques Rainer Knizia.
pour ceux qui prononcent bien, ils me le diront, mais... Ça se joue de 2 à 4 joueurs, c'est des parties de 45 minutes et 14 ans. Alors 14 ans, c'est toujours le même problème, c'est parce qu'aux États-Unis, avant 14 ans, ils mangent toutes les pièces des jeux de société. Donc du coup, ils sont obligés de mettre 14 ans. Voilà. Envoyons-leur des sandwichs, faisons quelque chose. Mais c'est vrai que c'est des morphales, quoi. Les ricains, c'est des morphales, quoi. Donc le jeu, c'est... Alors, dans l'histoire, on est des daimyo. Les daimyo, c'est les seigneurs dans le Japon féodal. Et on est différentes castes rivales. L'empereur est en déclin. Et nous, on va se disputer le pouvoir. On va essayer de prendre le pouvoir en se disputant les ressources qui sont représentées par des petites statuettes qui sont placées sur le plateau de jeu à différents endroits sur les villes. Et donc là, il va falloir prendre le contrôle de ces 3 ressources différentes. Donc il y a les armées, la religion et le commerce. Alors pour jouer, d'abord, comment on va marquer les points? Je vais vous expliquer comment on va marquer les points. Il va falloir scorer en ayant... Alors pour pouvoir scorer, il faut avoir le droit de scorer. Et pour ça, il faut avoir une majorité. Sur les 3 différentes ressources qui existent, il faut avoir au moins une majorité dans ces 3 ressources-là. Si tu n'as pas une des majorités, genre tu joues à 4 joueurs, il y a forcément, et qu'il y a 3 ressources, il y en a un qui n'aura aucune majorité, il sera exclu du scoring définitif. Donc on va voir, ceux qui ont des majorités dans les 3 ressources disponibles vont pouvoir scorer. Et donc là, on va enlever ces fameuses ressources qui t'ont permis de rentrer dans le peloton de score. Et on va compter seulement les ressources restantes. Donc voilà, il y a une petite mécanique, une petite gymnastique mathématique. Oui, voilà. Donc en gros, il faut essayer plutôt d'avoir des ressources un peu partout, on va dire, de façon équilibrée. On va dire, ça va être la tactique la plus simple pour scorer. Donc pour jouer, on a des plateaux qui ressemblent aux provinces du Japon. On va pouvoir les assembler différemment suivant le nombre de joueurs et donc pouvoir avoir un plateau qui est adaptable. On va ensuite placer à tour de rôle les petites figurines. Donc c'est des petites statuettes qui sont très bien réussies en belle résine et on va les placer sur le plateau. Donc à différents endroits à tour de rôle, comme ça on va pouvoir créer notre petit plateau de départ. Et ensuite on a nos tuiles, nos 5 tuiles derrière un paravent. Alors les tuiles, c'est des tuiles d'influence. Dessus on va avoir des samouraïs, on va avoir les différentes ressources et on va avoir des chiffres qui vont être associés aux différentes ressources ou aux samouraïs. Les samouraïs, eux, peuvent combattre toutes les ressources, peuvent aller sur toutes les ressources. À son tour de jeu, on va prendre une tuile et on va la poser sur le plateau où l'on veut. Le but du jeu va être de fermer les terres autour d'une ville, et quand on a terminé de fermer toutes les terres disponibles autour d'une ville, on va pouvoir passer au comptage des points et voir qui a le plus de points, le plus d'influence pour gagner la statuette qui est sur la ville. Donc il faut déjà être majoritaire à ce moment-là. C'est un jeu de placement et de majorité. D'accord. Donc avec nos petites tuiles, on va essayer de les placer le plus intelligemment possible. Oui, donc en gros, ils ont juste fait un jeu à partir de l'abbaye dans Carcassonne, quoi. Tu fais les terres autour d'une ville et tu comptes les points. De là, en faire un jeu entier, quand même, les mecs... Si, quand même, non, il y a pas mal de complexité. Ça fait mal à la tête comme un jeu d'échecs. Donc c'est vraiment bien, c'est un jeu tactique. Et non, il y a vraiment c'est souvent torturé un peu. Hein. Ouais, c'est ça. On voit que c'est un prof de maths, quoi. C'est calé, quoi. Après, effectivement, c'est toujours un jeu qui est toujours un peu froid dans les jeux de Reiner Knizia. C'est toujours un peu froid, mais derrière, par rapport à la fluidité de la mécanique, par rapport à la légèreté, comment ça s'enchaîne, à chaque fois, c'est une pure réussite. Et celui-là, il rentre encore dans les réussites de Monsieur Knizia. Donc, Samouraï. Oui. De chez Edge. Et moi j'ai une question. Quand ils disent 45 minutes, c'est 45 vraies minutes ou c'est... Oui, c'est vraiment 45 vraies minutes, le temps de pouvoir positionner positionner le plateau et puis après de jouer. Oui. Donc ça reste un jeu expert court. C'est ça, c'est un jeu expert court. C'est de la réflexion. Après, c'est pas un jeu expert, c'est pas un jeu 14 ans, ça c'est vraiment pour les bouffeurs de pièces. Hein. Là, 14 ans, ce jeu, tu peux le jouer avec un gamin de 6 ans en lui expliquant les règles, il n'y a aucun souci. Ouais. Voilà, si tu l'empêches juste de manger les morceaux. Moi, je lui scotche la bouche. Quand je joue avec mes enfants, ils ont toujours la bouche scotchée pour éviter ce genre de soucis. Donc voilà, c'est un jeu qui a plusieurs avantages quand même. Il a des règles très simples.
parce que voilà, la mécanique, c'est on prend sa pièce, on la pose, et puis on en repioche une autre pour avoir son petit staff derrière, et puis essayer de cogiter à ce qu'on va faire au coup d'après. Pour en finir avec les règles, il y a des pièces spéciales qu'on peut utiliser qu'une fois, mais on peut les utiliser dans la partie en plus d'une pièce normale. Donc ça veut dire qu'on va accélérer un petit peu son tour de jeu, on va pouvoir peut-être faire une OPA, donc il y a des pouvoirs spéciaux un petit peu particuliers qui vont permettre de faire des échanges ou des choses comme ça, qui vont permettre de prendre des gros avantages à un moment, de faire une sorte d'OPA d'un coup pour prendre plein de points sur un adversaire. C'est un jeu qui est simple, avec des règles simples, je l'ai déjà dit, qui est tactique. Donc ça peut faire mal à la tête, faut faire attention. Et s'il a été réédité, c'est qu'il en vaut la peine. Voilà, donc je terminerai juste pour le plaisir sur une citation que j'ai trouvée, qui est de Victor Derabel, La tristesse du samouraï. Mais je l'ai un petit peu modifié. Il dit « L'honneur ou les déshonneurs ne sont pas dans le meeple, mais dans la main qui l'empoigne. » Ok, très belle citation. Je me demande bien quel mot il a pu changer. On ne saura pas ce qui a changé. De Yann, du coup on peut dire que c'est toi qui l'a créé la citation. Vous pouvez la marquer sur internet, paf, en mettant en dessous Yann, si vous reprenez la citation. Merci beaucoup. Donc on l'a dit, Samouraï chez Edge, une réédition d'un jeu de Rainer Knizia, qui, comme tu l'as dit, qui vaut le coup si on aime les jeux un petit peu de gestion, se prendre la tête, triturer les méninges, mais pas méchamment, puisque ça reste très abordable. Merci Yann pour ta présentation du jeu. Il est juste temps pour nous d'enchaîner avec la 3e pause musicale. Des ludes et des plumes. Une nouvelle émission chaque 2e et 4e lundi du mois. En direct dès 20h sur Plume FM 102.1 et le Facebook DLDP 56. Des luttes et des plumes, on est ensemble jusque 22h, on attaque la dernière ligne droite de l'émission. Alors, d'habitude, à ce moment-là, je me retourne vers l'invité. Et là, juste avant de me tourner vers toi, Phil, et de te laisser la parole, je tenais juste à signaler, comme on a abordé pas mal de Kickstarter pendant cette émission, juste vous dire qu'en ce moment, il y a un Kickstarter pour le Blu-ray, l'édition Blu-ray du film Jack Burton dans les griffes du mandarin. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait à nous parler d'un film au milieu des ludes? Mais c'est tout simplement parce que l'un des stretch goals quand on fait ce Kickstarter, c'est le jeu de société Jack Burton dans les griffes du mandarin. Donc l'équipe qui s'occupe de créer cette campagne a eu les droits du jeu et va traduire toute la règle et tout le jeu en français pour les backers. Donc c'est le seul moyen, ils veulent pas le vendre après, ils veulent pas faire commerce du jeu, pas le donner en boutique. Le seul moyen que vous avez pour avoir ce jeu en version française, c'est de participer à ce Kickstarter. Voilà, je sais que le jeu existe en version américaine. Je sais, toi Phil, que tu l'as par exemple. Ouais, très bon jeu. Donc voilà, et ça me permet, oui. Non, mais le Blu-ray, il vaut moins cher que le jeu de société, non, à la base? Ah bah après, moi j'ai pas été voir la page, c'est juste l'info que j'ai trouvé sympa à partager. Ça peut être très sympa. C'est moche ce que tu viens de faire, il avait une super transition là, tu lui as cassé en deux. Il m'a tout cassé. Merde. Parce que je disais, Phil, toi t'as le jeu, hein, Jack Burton, ouais. Et puis là j'enchaînais. Bah justement, Phil, maintenant qu'on est revenu vers toi, on va pouvoir terminer l'émission avec notre invité. Parce que tout à l'heure on a parlé de Hashtag, le jeu qui va sortir dans une dizaine de jours, qu'on a fait une partie là en direct dans l'émission. Après on a parlé de Hollywood Death Race qui était sur Kickstarter, qui est financé et qui va continuer à être finançable pendant encore 3 semaines. Mais hormis tout ça, est-ce qu'il y a d'autres projets, est-ce qu'il y a d'autres choses sous le pied, sous le coude? Ouais, toujours. En fait, j'ai eu envie cette année de me mettre à fond dans le jeu de société. Donc, comme je suis pas du tout quelqu'un d'obsessionnel dans la vie de tous les jours, ça a un petit peu échappé à mon contrôle. Et, et là, j'ai pas mal de protos. J'ai des trucs qui sont signés déjà. Je parle pas forcément de tout parce que des fois, il y a des choses en attente. Oui, il y a des choses en attente ou des choses qui sont signées, mais on attend avant d'en parler parce que l'éditeur, il a un plan de com qui est fait de telle façon que c'est pas. Enfin, moi, j'ai pas besoin d'aller courir en criant ah, ça y est, c'est signé. Bon, je m'en fiche un peu. Mais oui, j'ai là des jeux qui sont signés pour 2019, dont Dany. Dany qui est signé chez Greux Games, qui est un nouvel éditeur. Donc on va être leur premier jeu.
je suis un peu super Super fier. content, ouais, j'imagine, ouais. Tu vois, quand t'as l'éditeur qui te dit bon, ton jeu il m'intéresse, je voudrais qu'il soit un peu le fer de lance de ma boîte, tu te dis bon, bah, c'est qu'il a confiance, quoi, c'est cool. Dany, c'est un autre projet justement où je suis arrivé, où le jeu avait déjà son illustrateur au moment où l'éditeur m'a contacté. Et là, c'était pareil. Ce jeu n'existait que si on était à 50-50 dessus avec l'illustrateur. D'ailleurs, pour la petite histoire très rapide, c'est donc Bengal qui est un illustrateur nantais qui travaille sur le jeu. En fait, j'ai connu son travail quand j'ai posté mon annonce pour Hollywood Death Race, où il m'a contacté à l'époque, et son style graphique ne collait pas du tout à l'univers d'Hollywood Death Race et à ce que je voulais faire. Par contre, j'étais sur le cul quand j'ai vu ce qu'il faisait, c'était ouf. Ouais, ça correspondait pas à ce que tu cherchais à ce moment-là, mais tu savais que voilà, je lui ai dit, je lui ai dit, il faut qu'on garde contact, toi et moi, il faut qu'on travaille ensemble sur un jeu. Je lui dis, j'ai pas d'idée tout de suite. Je lui dis, mais à un moment ou un autre, je vais me lever un matin et j'aurai une idée, il faudra qu'on bosse ensemble. Et donc on a gardé contact, on se parlait de temps en temps, on échangeait, et puis plusieurs mois, jours à un matin. Plusieurs mois, c'est ça, il paraît. Et donc du coup, à peu près 8 mois après, un truc comme ça, je me suis levé un matin avec une idée. Je me suis dit, ok, c'est bon, c'est l'idée à faire à développer avec Bengal. Donc je l'ai contacté, je lui ai dit écoute, si t'es toujours chaud, je te pitch une idée. Ça l'a intéressé, on a bossé ensemble et effectivement on est parti sur le projet on développe ce jeu ensemble. Donc là il est signé chez Greux Games. On a donc signé pour, alors petit exclu, ça va être une trilogie. D'accord. En fait, il va y avoir 3 jeux. Alors évidemment, si le premier fonctionne et si le deuxième fonctionne, bien sûr. Mais en tout cas, nous, c'est signé mais dans comme l'idée, c'est ça. C'est signé comme ça. Voilà, c'est 3 jeux qui seront dans le même univers. Avec des mécaniques à chaque fois différentes, mais les 3 jeux avec des cartes, les 3 jeux avec le même format de boîte, et voilà, les 3 jeux autour de Dany, autour du personnage de Dany, les 3 jeux avec le même illustrateur et le même auteur. On avait envie d'avoir un univers comme ça, oui. Pourquoi Dany, en fait? Alors Dany parce que moi quand je vois le thème, et je pense au petit garçon dans Shining, en fait. En fait, c'est pas lui du tout. Dany, pourquoi? Parce que c'est un des seuls prénoms, mixtes, qui soit utilisé tel quel dans le monde entier. C'est peut-être même le seul qui soit pas réécrit, genre Dany avec 2 N, qui globalement peut être utilisé dans le monde entier pour désigner soit un garçon ou une fille. En fait, dans Dany, le personnage n'est pas genré. On n'avait pas envie que ça soit un garçon, soit une fille. Dany peut être un garçon, une fille, il peut être français, autrichien, ça peut être n'importe qui. On lui donne l'identité qu'on veut. C'est ça. Et il y avait un truc, quand je vois les illustrations, même la boîte, le jeu, j'ai envie de dire, c'est l'anti-Dixit. C'est-à-dire, c'est en noir et blanc, c'est des dessins qui sont simples, il n'y a pas un milliard de détails et ça fait peur, en fait. Par rapport au thème et à la mécanique, enfin à l'histoire du jeu qu'il y a derrière, c'est l'anti-Dixit, pas en négatif, mais en dire c'est le côté obscur, en fait. C'est le monde à l'envers de Dixit quand on regarde les cartes et on est dans l'onirisme et tout, alors que là on est presque dans le cauchemar. Enfin, là on est dans le trait, là c'est oui, mais plus que ça, quoi. Je veux dire, tu dis waouh, tu es dans Stranger Things, dans le monde à l'envers, là, qu'est-ce qui se passe? Je reconnais l'univers, mais il y a un truc qui fait que c'est pas ça, et je perds mes codes, et ça me fait flipper. Et donc ça me met bien dans l'ambiance du jeu, en fait, des gens dans la tête. Ouais, il y a un côté un peu anxiogène, peut-être, tu veux dire, ou un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, parce que c'est quoi exactement le principe du jeu de Dany? Déjà, ça n'a pas été développé pour être un anti-Dixit ou un anti-ci ou ça, tu vois. Moi, je vois pas du tout le jeu de société comme une compétition ou une rivalité, tu vois. Non, mais je veux dire, dans le sens, je le vois dans le miroir, quoi. Je rebondis dessus parce que c'est quelque chose que j'entends pas mal sur Internet, tu vois, des gens qui disent à chaque fois, ouais, mais ça c'est de la compétition, moi je vois ça plus comme, pour moi il y a de la place pour tout le monde, en tout cas pour tous ceux qui ont quelque chose à créer, quelque chose d'intéressant à proposer. Parce qu'il y a une différence aussi entre le fait de créer et le fait que ça puisse intéresser des gens. Oui, bien sûr. Tu vois, moi, tous mes protos n'intéressent pas forcément quelqu'un aujourd'hui. Peut-être des gens, ils peuvent chercher pendant longtemps un truc, ça va pas plaire, puis ils vont changer un truc dans leur mécanique, et là, d'un coup, ça va cartonner direct. Ouais, là, ça va matcher, ouais. Et donc, pour répondre à ta question, Dany, l'univers... L'idée, c'est il y a le personnage de Dany, et Dany souffre des doublements de personnalité. Donc Dany a plusieurs personnalités dans sa tête, qui sont tous les joueurs qui vont jouer. Mettons, on joue à 7 ou 8 autour de la table. On va tous avoir un rôle caché. Tout le monde va être une personnalité dans la tête de Dany. Donc on joue tous une personnalité dans la tête de la même personne, et un joueur va se retrouver être Dany. Évidemment, faut pas le dire. Le but pour tous les autres joueurs, les joueurs qui ne sont pas Dany, c'est de réussir à communiquer entre eux
pour empêcher Danny de guérir, pour pouvoir continuer d'exister. Et le but pour Danny est de se débarrasser de tout ce bordel qu'il y a dans sa tête et donc d'entraver la progression des autres joueurs pour pouvoir aller mieux. Du coup, en fait, on n'est pas du tout dans la moquerie de la maladie mentale, mais plus j'avais envie de faire un truc un peu psychologique qui permette même de se demander à partir de quel moment est-ce qu'on existe et à partir de quel moment est-ce qu'on est vivant. Est-ce que c'est à partir du moment où on a une conscience? Dans ce cas-là, quand on est une personnalité secondaire dans la tête de quelqu'un, on est conscient. Donc est-ce qu'à partir de ce moment-là, on est vivant? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on existe? Tu vois? Est-ce qu'on a le même droit, du coup, d'exister que la personne chez qui on squatte un morceau du cerveau, en fait? J'avais envie de faire réfléchir les gens à ce côté-là, de pas se dire juste « Ah, c'est rigolo, il est schizophrène !» Non, surtout pas, quoi. C'est pas du tout ça, quoi. C'était vraiment le côté... voilà, ce côté-là, quoi. Ce truc un peu... allons chercher un peu plus loin. Et du coup, c'est un jeu qui te fait creuser dans ta tête et qui te fait creuser dans la tête des autres avec qui tu joues. Parce que tu dois, en fait, faire deviner une idée, un mot, avec des cartes que tu vas avoir en main, avec les dessins qu'on a vus qui sont tous plus ou moins abstraits ou plus ou moins avec des choses cachées dedans. Et tu peux composer ton image comme tu le veux sur la table. Tu peux superposer des cartes, tu peux même faire un château de cartes, tu fais ce que tu veux. Et les gens vont devoir trouver quel est le mot parmi 5 qu'il y a sur une carte que tu as voulu faire deviner. Tu n'as absolument pas le droit de communiquer, tu n'as pas le droit de toucher à tes cartes. Et ça devient intéressant parce qu'à chaque fois, c'est le joueur qui est à la droite du joueur qui pose ses cartes qui a le dernier mot. Même s'il n'est pas d'accord avec tous les autres, c'est ce que lui va dire qui compte. C'est lui qui va l'emporter. Enfin, après, c'est commun, la réussite. Oui, mais c'est son avis. Quand je dis qu'il va l'emporter, c'est lui qui aura le dernier mot, comme tu dis. C'est ça. Et du coup, c'est lui qui. Même si tu n'es pas Danny et que tu as fait foirer tout le monde parce que t'as pas donné la bonne réponse, d'autres vont se dire, il a saboté le truc, c'est Danny, forcément. Donc il y a un espèce de climat de suspicion, tu vois, qui se crée pendant la partie. Et Danny, son seul moyen de gagner, c'est déjà que les autres perdent, mais qu'en plus, il soit pas capable de le pointer du doigt en disant, c'est toi, Danny. Donc si tu es Danny, tu dois réussir à induire les autres en erreur, à rentrer dans leur tête un peu, tu vois, mais sans te faire gauler. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est un gameplay complètement différent quand t'es Danny, quoi. C'est marrant parce que ça a l'air d'être je pense que c'est un format pour du jeu simple et rapide et comme ça, mais ça a l'air très serious game en fait finalement comme type de jeu. Eh ben, pas tant que ça, parce que même si le propos lui-même, il est sérieux, on reste dans du jeu. Et moi, une de mes directives premières, comme Robocop, tu sais, une de mes prime directives, quand je fais du jeu, c'est que ce soit fun, c'est que les gens ils se marrent, quoi. Personnellement, je supporte pas de voir une table où, mais c'est moi, où des gens sont hyper sérieux du début à la fin. Ça veut pas dire que tu t'amuses pas. Il y a plein de gens, quand tu joues à des serious games ou à des dungeon crawlers ou des gens qui jouent à Magic, souvent j'en vois, ils sont hyper sérieux, ils sont hyper dans leur truc, tu vois. Et sauf que moi, c'est pas, si tu veux, c'est peut-être hyper égoïste, mais comme c'est pas ma définition du jeu, pour moi le jeu c'est fun, c'est ludique, tu vois. Pour moi, tu dois te marrer, quoi. Il faut qu'il y ait des émotions qui passent et pour moi, j'ai envie et besoin, peut-être, je sais pas, quand je crée, que les émotions, elles se lisent sur les gens, tu vois, dans leur gestuelle ou sur leur visage. Ouais, il faut que ce soit un peu physique. Que ce soit vivant, quoi. Tu vois. Et c'est très différent, finalement. Les 3 jeux que tu nous as présentés ce soir, c'est des grands écarts à chaque fois. Ouais, j'aime bien. Et à chaque fois, tu es parti d'une création qui est partie d'un constat. Enfin, tu disais, j'avais envie de... Oui. Moi, j'entends beaucoup de... Tu pars pas forcément du thème, tu pars pas forcément de l'illustration, ni d'une mécanique, mais tu as des intentions. Tu as des intentions de sensations qu'on veut retrouver et qu'on va retrouver dans tes jeux. C'est un petit peu ça. C'est ça, ouais. Je veux créer, en fait, je veux essayer, pas de créer, mais je veux amener de l'émotion. Je veux faire vivre des choses aux gens, en fait. Je veux que les gens, ils ressentent, en fait. Ouais, voilà, je pense que c'est très pertinent de prendre les choses sous cet angle-là, moi. Merci. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, que tu es quelqu'un qui est un petit peu... quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond, en fait. T'aimes bien, tu l'as dit, faire des protos jolis, presque aboutis, parce que t'aimes bien présenter des beaux objets. Et donc, en plus de créer tous les jeux, pour travailler tes protos, t'as créé une maison de création, on va dire. Ouais, un studio de créa. Donc j'ai un atelier qui s'appelle... le studio de créa que j'ai créé s'appelle Cosmoduck. Donc on peut me retrouver sur cosmoduck.com. Le canard de l'espace. C'est un peu ça, voilà, c'est ça. Et du coup, le but de Cosmoduck, c'est de proposer des jeux qui soient quasiment finis.
éditable directement. Donc d'arriver, alors pas nécessairement, j'ai pas envie de dire d'arriver chez les éditeurs parce que pour le moment je fais pas de prospection, je présente les trucs un petit peu partout et puis des fois les éditeurs maintenant ils sont présents beaucoup sur internet, tu vois, donc quand tu présentes des jeux sur des réseaux sociaux, ça arrive que les éditeurs te contactent après en me disant écoute j'ai vu que tu avais fait ça m'intéresse, est-ce que tu peux m'envoyer les règles, bon voilà, et c'est une horreur à écrire les règles, je me retrouve à devoir écrire des règles à chaque fois avant que mes jeux soient complètement finis, mais bon. Mais voilà, le but de Cosmoduck pour moi c'est d'amener un produit fini, aussi bien au niveau du gameplay qu'au niveau de l'esthétique. C'est sympa. C'est une façon de me dire bon, ferme ta bouche, maintenant on s'en va. Non, t'inquiète. Moi, je vais le dire. Il est malin, notre invité, quand même. C'est pas mal. Ouais, non, mais on me la fait pas. 250 de QI quand même, faut pas exagérer. Non, mais voilà, l'idée c'était que je me suis dit, puisque moi, comme je te disais, je suis un peu obsessionnel, j'ai besoin que si je fais un proto, j'ai besoin qu'il soit abouti au niveau du gameplay. Ça me paraît évident et cohérent pour qu'il y ait un équilibre qui soit aussi abouti au niveau de l'esthétique. Donc soit je bosse avec des illustrateurs, soit moi je vais essayer de faire plein de croquis, faire des trucs comme ça, mais je veux qu'il y ait quand même un truc proche de la finalité. J'avais lu quelque part, avant de commencer, il y avait je sais plus quel auteur très connu qui disait que c'était une très mauvaise idée d'avoir des prototypes aboutis, parce que les éditeurs détestaient ça et qu'en plus de toute façon, comme je disais tout à l'heure, ils ne voulaient pas bosser avec des illustrateurs, etc. Machin. Et moi je me suis dit, ça me paraît bizarre, donc je vais faire complètement le contraire. Et jusqu'ici, ça paye plutôt pas mal. Donc tout ce que je voulais dire, c'est que pour tous les gens, en tout cas, qui écoutent et qui se disent tiens, moi j'aimerais bien faire des jeux aussi, quel conseil je dois suivre, eh ben je dirais, suivez aucun conseil et faites au feeling. Faites comment vous le ressentez, parce qu'il y a autant de façons de faire qu'il y a d'auteurs, et il y a autant de façons de ressentir. Enfin, pour moi, le jeu, c'est du ressenti. Donc si tu ressens pas les choses, si tu crées juste pour créer, ça va pas fonctionner, quoi. Si tu crées avec ce que tu as à l'intérieur, quoi, je vais pas dire ton âme ou ton cœur, on va pas faire le truc trop cucu non plus, mais si tu crées, si tu as un besoin de créer, ça va fonctionner. Si tu crées juste parce que c'est ta lubie du moment, va faire du vélo avec tes gamins, quoi. Fais autre chose. Mais si c'est... Ouais, si c'est ancré, si ça vient des tripes. Si c'est ton truc, vraiment, si ça vient des tripes, voilà, exactement. Faut le faire, et là, dans ce cas-là, n'essaie pas de faire comme un tel ou comme un tel, ou c'est pas parce qu'il y a des mecs qui ça fait 25 ans qu'ils font du jeu et qu'ils ont une méthode que cette méthode elle va marcher avec toi, quoi. Fais comme tu le sens, fais comme tu as envie de le faire, et si ça marche, tant mieux, et si ça marche pas, t'apprends de tes erreurs, mais apprends pas des erreurs des autres, c'est leurs erreurs, c'est pas les tiennes, quoi. Et c'est un très bon conseil, c'est là-dessus qu'on va terminer, effectivement, qu'on peut appliquer donc dans la création de jeux aussi bien que dans la vie. Merci beaucoup Phil d'être venu nous parler, donc d'avoir présenté #Hollywood Death Race, Dany et ton studio Cosmoduck. Merci à Talmo de nous avoir parlé des robots, à Yann d'avoir parlé du Japon féodal et des samouraïs, à Damien pour son courrier des auditeurs, et on se quitte en musique. On va se quitter avec Renaud qui va nous chanter Vagabond. Et oui, ça c'est par rapport à notre invité de la semaine prochaine. Non, dans 15 jours, parce que nous on se retrouve dans 15 jours, ou alors vendredi prochain en rediffusion sur Plume FM. En attendant, on vous dit à très vite et on vous fait des bises. Ciao. Ciao. Salut.